aux personnes qui étaient concernées par les projets. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'activités communautaires et collectives qui étaient organisées dans les services autour de différents médias, que ce soit le média artistique, mais aussi d'autres types de médias dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, notamment un potager dans un service de santé mentale. Parce que souvent, on pense que la santé mentale, c'est résumé à l'accompagnement individuel, à la thérapie, mais en fait, il y a énormément de façons de prendre soin de soi et c'est différent d'une personne à l'autre. Et on se rend compte que les services ont énormément de choses qui ne sont pas forcément connues. Et l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir un peu les visibiliser. Et donc, en fait, cette expo, c'est 11 services qui ont accepté de collaborer donc avec la Ligue pour pouvoir permettre cette expo en fait qui était un travail quand même assez conséquent. Et donc on retrouve des services de santé mentale, des lieux de lien. On a reçu le soutien de Partenamut et également de la COCOF. Et en fait cette expo, c'est 32 artistes et institutions qui ont été impliquées. C'est 51 œuvres. Au total, on en avait reçu 150 et il y a eu un processus de sélection sur lequel on aura l'occasion de revenir un peu plus tard. Ok, c'est énorme. Donc tout ça est autour de nous parce qu'on est dans les caves et on est dans l'exposition. Il y a un public. Donc si à un moment donné dans le public vous avez envie d'intervenir, vous levez la main, peut-être vous pouvez vous approcher puis on peut discuter. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de types d'œuvres différentes. Comment vous avez fait pour réunir tout ça, pardon ? Oui, alors on a lancé un appel à participation au secteur de la santé mentale, mais on a aussi élargi un petit peu notre réseau pour essayer de toucher aussi des artistes qui ont un parcours en santé mentale ou une sensibilité sur cette thématique-là. Et donc on a reçu plus de 60 demandes de participation et comme je disais tout à l'heure, on a aussi reçu 150 œuvres. Et donc la Galerie Vertige a sélectionné ces œuvres et on se retrouve avec plein d'œuvres différentes, avec de la peinture, du textile, de l'art numérique, des dessins, du pastel, de l'encre de Chine soufflée à la paille. Enfin, c'est vraiment hétéroclite et c'est super chouette. Ok, donc il y avait beaucoup de demandes, en effet beaucoup d'artistes qui sont montrés intéressés par le projet, dont Emeline. Bonjour Emeline, tu as le micro. Est-ce qu'on t'entend Emeline ? Bonjour Raph. Hello. Bonjour Eve. Bonjour Emeline. Mais voilà, donc toi ici tu as proposé 2 œuvres, c'est ça, qui sont installées là. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et puis comment ça se fait que tu es là ? Alors d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé l'événement parce que je trouve que c'est une super chouette idée. Moi, j'ai 30 ans, je suis bruxelloise depuis quelques années maintenant, et j'aime bien tout ce qui touche à l'art. Notamment, pour l'instant, ce qui m'intéresse un petit peu plus, c'est d'apprendre un petit peu à faire de la musique. J'apprends à faire du piano, par exemple. Et il se trouve que vers mai-juin, j'étais en train de préparer un morceau que je devais présenter en public. Et ça n'allait pas du tout. Les notes étaient fausses, j'arrivais pas à avoir un bon rythme, etc. Enfin, je vous passe les détails. Et ça me prenait vraiment la tête. Donc j'ai fait ce qu'il y a de mieux à faire dans ces moments-là. J'ai mis le problème sous le tapis et j'ai fait autre chose. Okay. J'ai fait quoi ? Je suis allée sur les réseaux sociaux parce que c'est super productif. Et là, je suis tombée sur votre annonce. Okay. Vu l'état dans lequel j'étais, je me suis dit, ça c'est génial comme thème, je vais m'en emparer. En plus, je gribouille un peu, je peux peut-être tenter un truc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer sur votre appel du pied. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant d'avoir proposé, en fait, de travailler sur la santé mentale, parce que je pense qu'on a tous un moment dans sa vie où on n'est pas bien. Il y a tous un moment donné, on a un coup dur de la vie. Ça va pas et on ne sait pas comment se faire aider parfois, on ne sait pas vers qui se tourner. On connaît aussi tout le monde, je pense, quelqu'un qui ne va pas bien ou qui ne va pas bien du tout même. Et on a envie d'aider ces gens-là parce que c'est souvent des gens qu'on aime, mais on ne sait pas toujours non plus comment faire, vers qui se tourner. Parfois, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. Et je trouve qu'en fait, du coup, c'est super chouette de proposer une rencontre avec des personnes qui travaillent avec ce genre de thématiques, de toutes sortes, de manières différentes. Et moi, j'avais envie de participer parce que je pense que le premier pas pour pouvoir faire quelque chose, c'est créer un climat où on peut en parler. Mmh. Et pour moi, l'art, c'est
je vois ça énormément comme un mode de communication. Donc, de s'emparer de cette thématique et de créer un espace où on dit « oui, on peut en parler, il y a plein de choses à dire, et tout le monde peut dire plein de choses ». On peut être expérimenté, on peut être très mal, on peut être très bien, on peut être concerné parce que ça nous touche, nous, parce qu'on n'est pas bien, on peut être concerné parce qu'on connaît quelqu'un qui ne va pas bien, on peut être concerné parce qu'on a été pas bien à une autre époque, on va très bien aujourd'hui, et on se dit, en fait, on a envie de continuer à aller mieux, on a envie que tout le monde aille mieux, et on a envie que ça continue à se développer, parce qu'en fait, c'est super chouette d'aller bien. Et donc, ça c'est ce qui m'a vraiment motivée à me lancer, à vous proposer quelque chose. Et alors, comment tu as fait? Donc, du coup, en effet, voilà, ça t'a intéressé. Et puis quoi? Tu t'es lancé t'as tiré un fil, tu t'es lancé dans... Parce que j'ai vu tes œuvres là, je ne sais pas si tu peux dire un mot sur ce que tu as fait. Une de mes œuvres, en fait, c'est parti d'une première question, c'est la santé mentale, c'est quoi? Et de quoi on parle aujourd'hui, que disent les experts, que disent les statistiques, que disent les témoignages. Et donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu comme j'ai pu dans le temps qui m'était imparti. Et je suis tombée sur cette statistique, je suis tombée d'abord sur un article de l'OMS qui disait que depuis la crise Covid, les professionnels témoignaient d'une augmentation de l'anxiété générale des gens. Et ça m'a rappelé que pendant le Covid, les experts disaient aussi énormément, attention, les gens vont avoir des retombées sur le plan justement de la santé mentale par derrière, parce que c'est une période pas facile, où on a été très contraints, très angoissés, et la santé mentale, c'est pas un truc, un jour ça va bien, demain ça va plus, et puis ça va pas bien, c'est des processus qui vont et viennent, et qui ont chacun leur rythme en fonction de chaque personne. Et donc, je suis un petit peu allée fouiller et je suis tombée sur des statistiques, et notamment le fait qu'il y a, en fait, par exemple, 3 fois plus de suicides que de tués par accident de la route. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est super choquant, parce que on parle, quand on prend la route, on voit plein de campagnes de sensibilisation, me remettre sa ceinture, aller au contrôle technique, bien vérifier que tout est en ordre, surtout pas boire au volant ou des choses comme ça. On a tous entendu parler de ça, des campagnes Bob, etc. Depuis longtemps, et on en parle tout le temps, chaque année. Mais on ne va pas au contrôle technique pour la santé mentale. Et on n'a pas de poster de prévention tous les coins de rue pour la santé mentale. Et pourtant, en fait, ça nous impacte énormément. Ça impacte énormément notre société. Ça a aussi un coût énorme pour notre société. Et j'avais envie, du coup, de mettre un coup de projecteur là-dessus, parce que ça me semble complètement étrange, en fait. Mais alors, c'est vrai que c'est un peu incroyable, tous ces chiffres. Mais tu le traites avec humour, si j'ai pu... moi, j'ai un peu regardé ton travail. Est-ce qu'il y a un peu d'humour quand même dedans, ou pas? Okay. Oui, en fait, j'aime bien ne pas enfoncer le couteau dans la plaie. Okay. J'aime bien essayer de prendre... L'humour, en fait, ça permet, je trouve, de prendre un peu de recul sur une situation, de mettre un peu d'air dans une situation où souvent c'est dur, c'est pesant, c'est asphyxiant. Et c'est du coup une réaction que j'aime beaucoup prendre. Toujours faire un pas de côté pour... voir les choses autrement, et du coup, sentir avec un peu plus d'air, on sent un peu plus mieux. Et quand on sent un peu plus mieux, on voit beaucoup plus facilement les solutions. Ok. Miguel, tu voulais poser une question? En fait, je pense que, voilà, on pourrait peut-être aussi dire aussi les dates de l'expo, parce que je pense que j'ai oublié de le rappeler. Tu as tout à fait raison, Miguel. Alors, l'expo, elle est ouverte à partir d'aujourd'hui, donc du 7 octobre jusqu'au 12 octobre à midi. Et c'est accessible tous les jours de 10h à 18h. Et comme on l'a dit, c'est totalement gratuit au Halles Saint-Géry. Ce qu'on va faire aussi, c'est peut-être remercier Radio Panique qui nous permet de diffuser l'émission. Je propose aussi que, on a 2 heures devant nous, on va un peu... mettre la parole. Voilà. Oui, c'est ça, on a pas mal de choses dont on va discuter. Mais on reviendra sur les personnes. Hein.
enfin, voilà. Ah, on a toute une conduite ici. On est pro ou pas? Et la bonne conduite. J'ai quelqu'un devant moi, je connais pas tout le monde, parce que bon, il y a beaucoup de de personnes. Je sais pas, je vois quelqu'un au bout de la table. Violette est au bout de la table et c'est elle qui Voilà. gère le On va temps. peut-être voir un peu Violette, ou si T'as une question, Violette? tu es là, je sais pas. J'ai pas de question, mais je suis là pour garder le temps, pour être sûr que tout va bien, qu'on dépasse pas. Violette, est-ce que tout va bien? Tout va bien pour le moment. Ok. Donc, à l'aise, Super. on peut continuer comme ça. En tout cas, merci Emeline. Est-ce qu'il y aura encore quelque chose que tu auras envie de dire? Tu es encore là après, mais voilà, je ne sais pas si par rapport à ton travail, par rapport au fait que voilà, tu es qu'est-ce que ça fait peut-être d'être exposé ici? Ah, c'est la classe. Ouais, cool. C'est une deuxième expérience pour être vraiment complète, mais ouais, c'est vachement cool. C'est stressant de s'exposer au regard des autres, mais en fait, finalement, c'est super raccord comme expo. Je trouve j'ai bien choisi de tester le bon thème. Et ouais, non, vraiment, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est j'espère que de plus en plus de gens vont ne pas avoir peur d'en parler, ne pas s'enfermer dans cette chape de plomb qu'est la culpabilité, de se dire oh là là, j'ai un problème, je veux pas en parler, je veux pas que ça se voit. Au contraire, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à écouter, vraiment prêtes à aider. Super, eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup, Emeline, pour ces belles paroles. Je propose qu'on fasse une petite pause pour permettre à d'autres invités de nous rejoindre autour de la table. Il y aura Sarah, qui est aussi artiste, et la Galerie Vertige, qui nous parleront de leur travail. Et on se rejoint tout de suite après l'écoute de Schooly, un jeune artiste qui fait du son, dont on aura l'occasion aussi de reparler un peu plus tard. À tout de suite. Hashtag bonheur en eux. Affamé quand ça parle encore, des négros dalleux quand ça parle en cash. Qui déchème, je dis cash, le bonheur en euros, gros tout pour la quiche. La tête ailleurs, pour l'argent je suis actif. On est malchanceux, gros esprit négatif. Manque de respect, des battes apprentis. Traumatisant comme Messi numéro 10. Elle sait pas mais j'ai capté son vice. Bellec avec qui tu laisses traîner ton fils. Les gamers la veulent pour ses fesses. Tes maçons qu'a vu mais tes masses à face. Je rire au relais quand j'encaisse. Je prends tout, centimes, euros et pièces. Dans la cabine parano comme la flèche. Je vais te faire apprécier par les œufs donc tu lèches. Les négros pour des touches ils viennent louches. Tes potes font les putes pour une touche, gros c'est ouf. Scully ELS. J'embarque quand ça parle de richesse. Des négros actifs quand ça parle en espèces. J'envie pas les riches, le butin faut que je l'encaisse. Par tous les moyens sauf crier, vide la caisse. À force de traîner en bas, tu vois tout de près. Tu préserves ma maman, je t'en prie. Mais tu préserves mes refrains, j'en prie. Si tu crasses sur les miens, tu peux payer le prix. Belle et les aînés sont partout. Mais dans l'entourage, tu dois faire le tri. Méfie-toi des négros qui parlent trop. Tout le monde la mise, mais elle veut faire Harry. Je maîtrise la cadence, je le fais sans pression. Quand tu m'attaques, faut que tu sois précis. Ça prépare son texte pendant 10 ans, mais moi je t'assure que je te le fais même en une nuit. J'en la flamme en moi quand je te lâche des punch. La concu, je la grève comme des petits crunch. Toute la journée, j'y repense à ma vie, je me dis dans quel terrain je vais tourner. Je sais que ça peut tuer ma santé, mais c'est pas pour autant que j'ai filé. Contrôler la nozo, je le fais sans chape. T'as mal parlé devant ta maison de choc. Je me présente plus, tu me reconnais déjà. Posé au quartier avec mes gars. Je suis que de passage, l'instru, je la casse. Casse-toi, je fais pas de dédicace. Je t'ai tendu la main, toi tu peux prendre mon bras. Avoir du talent, on est bon qu'à ça. Je vise le sommet comme un jeune optimiste. Quand j'ai pas d'aspi, je charge d'en finir. Quand j'ai pas d'aspi, je me charge d'en finir. Parce que si je te retrouve, faut que je recharge ma batterie. Actuellement, je suis à 10%. Pas grave, je l'éteins et je le fais sans. Je suis discret, mais je suis la cadence. Tu parles beaucoup, mais est-ce que t'es à temps? Je maîtrise mes mots et je les place dans les temps. J'ai pas changé PXL, je refais en bas. Tu vois tout de près. Tu préserves ma maman, je t'en prie. Que tu préserves mes refrains, j'en prie. Si tu traces sur les miens, tu peux payer le prix. Belle et les aînés sont partout. Dès dans l'entourage, tu dois faire le tri. Méfie-toi des négros qui parlent trop. Tout le monde la mise, mais elle veut faire Harry. Gang. Hashtag bonheur en euros. Hashtag bonheur en euros. Scully. Bah ouais, c'est encore moi.
partie-là, vu que ça a Entre refs, on sera l'écoute. Si t'as une belle tremont, on serre ton cou. Si t'ouvres ta gueule, tu manges des couilles. On va en découdre, tu vas manger des couilles. J'ai pas besoin d'un belly, j'ai mes couilles. J'avance serein, j'ai pas la trouille. Réveillé par les sirènes, nouvelle patrouille. Contrôle de routine, ça fouille mes couilles. La mort elle est casquée, une balle tu cannes. Penalty sur ton crâne comme Harry Kane. La mort elle vient cacher, toi-même tu sais. Un moteur de tes max, tu meurs pas en paix. Un couteau qui rentre, ta vie vire au drame. L'ange de la mort repart content. Content quand ça parle en gros montant. Affamé quand ça parle en gros montant. Actif sur le terrain, zéro mi-temps. La vitesse ACR, je prie Dieu pour jamais être sous CR. Que Dieu me pardonne pour les pleurs de ma mère. La tête dans l'argent, je pense pas à l'amour. J'écris un texté, je pense à la mort. La tête dans l'argent, je pense pas à l'amour. J'écris un texté, je pense à la mort. Elle veut que je pense à elle, mais la pute elle mort. Dans la cabine, je rentre, je m'amuse et short. Je suis pas trop mécra, je fais mes bails solo. Demande à Elso, bonheur en euros, bonheur en papier. Je sais que t'as capté, c'est pas parce que t'as une loque que t'as becté. Je suis pas fêtard, j'ai rien à fêter. C'est pas parce que t'as une loque que t'as becté. La mort elle est casquée, une balle tu cannes. Penalty sur ton crâne comme Harry Kane. La mort elle vient cacher, toi-même tu sais. Un moteur de tes max, tu meurs pas en paix. Un couteau qui rentre, ta vie vire au drame. L'ange de la mort repart content. Content quand ça parle en gros montant. Affamé quand ça parle en gros montant. Actif sur le terrain, zéro mi-temps. La vitesse ACR, je prie Dieu pour jamais être sous CR. Que Dieu me pardonne pour les pleurs de ma mère. La tête dans l'argent, je pense pas à l'amour. J'écris un texté, je pense à la mort. La tête dans l'argent, je pense pas à l'amour. J'écris un texté, je pense à la mort. Rebonjour à tous, nous revoilà dans les caves des Halles Saint-Géry pour l'émission spéciale Art et Santé Mentale dans Clip Radio sur Radio Panique. Alors que plusieurs personnes nous ont rejoints à la table, il y a la Galerie Vertige et Sarah. Sarah dont les œuvres sont exposées ici. Sarah, ça va ? Tu n'as pas de micro, Sarah. Ah, voilà. Ça va ? Bonjour. Hello. Et donc, est-ce que toi aussi, tu veux bien te présenter un peu, nous dire qui tu es, puis ce que tu fais ? Bonjour à tous. Donc, je suis ici en tant qu'artiste et j'ai voulu participer à ce projet parce que vraiment, je suis touchée à la santé mentale dans mon travail comme consultante en bien-être organisationnel, donc comme consultante dans les ressources humaines. Et en tant qu'artiste, je crois que j'étais influencée dans les deux côtés, dans cette casquette. Et le sujet, c'est fondamental. On doit parler de plus en plus de la santé mentale. Et je trouve que l'art, c'est vraiment un instrument vraiment pour parler et pour gérer aussi des questions au niveau organisationnel. Et l'art, c'est aussi la possibilité d'aider les personnes et utiliser la force de l'art au niveau thérapeutique. Ok, tu l'utilises aussi dans ton travail, c'est ça ? Oui. Ok. Et tu l'utilises dans ton travail et pour toi aussi ? Et pour moi aussi, oui. Ces côtés thérapeutiques de l'art, c'est vraiment très fort. Et j'ai expérimenté depuis des années. Et je trouve que c'est vraiment une possibilité d'échanger aussi, de dépasser des moments vraiment difficiles aussi qu'on a, et vraiment de valoriser les facteurs expressifs de l'art plutôt que l'œuvre finale. Donc les process créatifs, c'est vraiment ces côtés, comme on peut dire, thérapeutiques. C'est vraiment ça, les procès. Ok, c'est vraiment le processus par lequel tu passes pour créer l'œuvre qui est plus important au final que la production finale. Et donc, toi, ici, aujourd'hui, tu es exposée donc, en tant qu'artiste. Donc, il me semble que ton œuvre, c'est Listen. Okay. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous expliquer c'est quoi cette œuvre, pourquoi ? Parce que la thématique de l'écoute, c'est quelque chose qui est fondamental en santé mentale. Oui, donc l'idée d'exposer cette œuvre, c'est Listen, donc écoute. C'est vraiment pour moi les messages que c'est les premiers steps vraiment pour parler de la santé mentale, pour vraiment inviter les personnes à réfléchir. Et si on ne prend pas une pause pour s'écouter et écouter les autres, il n'y aura pas vraiment un environnement de bienveillance.
Donc c'est vraiment ça, mon message. Ok. Et est-ce que tu as choisi le processus artistique, ou plutôt le média artistique, parce que tu utilises quoi comme technique? La technique, c'est tous des matériaux sostenibles, et ils sont à raffia. Ok. Et l'idée, j'ai travaillé simplement avec mes mains. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui c'était artisanal. Et donc le processus aussi de la touche, c'est quelque chose aussi très thérapeutique. Ok, donc quand tu dis toucher, c'est vraiment avec les mains, le travail. Oui. Ok, donc parce que raffia, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme des ficelles, et donc c'est du matériel de récup. Ouais. C'est ça. Ok. Oui, donc ces matériaux sont de matière naturelle. Donc vraiment, il y a ces côtés sostenibles. Et aussi, c'est une chose très importante aussi dans la thérapie, on va dire, c'est quand on touche, on travaille avec notre main, on arrive vraiment à se déconnecter. Et quand on fait des travaux, comme je peux dire, céramique ou autre travail créatif, mais aussi dans la cuisine. Donc, quand on active vraiment la créativité et les mouvements, on arrive parfois vraiment à reposer et déconnecter. Ça, c'est aussi la créativité vraiment mise en mouvement. Miguel? En fait, quand je t'écoute, je me demandais si tu te mettais en avant comme thérapeute ou comme artiste. Parce que bon, tu as l'air de très philosopher sur ce que tu fais, c'est comme ça. Justement, je me dis, tiens, c'est une thérapeute ou c'est une artiste, en fait, ou les deux? Donc voilà, je sais pas. Oui, je suis artiste. Et... T'inquiète, tout est sous contrôle. Oui, je suis artiste et je ne suis pas thérapeute, mais consultante en bien-être organisationnel. Donc, je travaille sur les côtés ressources humaines au niveau institution, organisation. Et donc, c'est plutôt comme facilitateur dans des groupes de travail à travers l'art, pour faire, par exemple, de la cohésion d'équipe. Ok, et ça c'est quelque chose, je pense qu'on aura l'occasion d'aborder en troisième partie d'émission. Est-ce que tu as déjà été exposée, Sarah, avant les Halles Saint-Géry? Pas ici. Pas ici? Non. Et qu'est-ce que ça procure comme sentiment d'être exposée déjà dans les Halles, mais aussi de pouvoir être exposée avec 31 autres artistes? Enfin, qu'est-ce que ça génère comme... C'est vraiment d'être ici dans le centre de Bruxelles. Je trouve que c'est incroyable. Et aussi, je trouve vraiment que les thèmes... je suis vraiment touchée par le fait de pouvoir exposer dans cette thématique. Donc, c'est ça. Ok. Emeline? Moi, je voulais rajouter justement sur le fait qu'il y ait plein d'artistes qui ont produit des choses complètement toutes différentes les unes des autres, que ça montre bien qu'on a vraiment tous quelque chose qu'on peut dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses à dire, et que... Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ouais, et moi je suis totalement d'accord avec toi, parce que je trouve que les œuvres, comme tu le dis, elles sont très différentes les unes des autres, et je trouve que ça illustre bien la santé mentale au final, et ses multiples facettes, et le fait qu'on est tous... très différents des uns des autres et qu'il y a 1001 façons de faire. Oui, Miguel? Je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez su que vous avez été sélectionné pour exposer ici? Enfin, moi, je me la pèterais, franchement. Ouais, c'est vrai, c'est une super question, ça. Ah Pardon. Je me la suis pétée un peu, ouais, clairement. Il faut profiter, il faut profiter. Je vois qu'il y a une question... Okay, Violette nous dit que le temps avance. Ça va. Oui, non, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que, oui, c'est un sujet qui me plaît, parce que tout ce qui va toucher le fait de mettre en lien les autres pour être plus épanoui,
ça me touche. Et donc de pouvoir mettre ma petite brique dans l'édifice, forcément, c'est un vrai bonheur. Et toi, Sarah, tu l'es pété, comme dit Miguel. Oui, j'avais vraiment envie aussi de rencontrer les autres artistes, de me rapprocher à les autres expériences artistiques. Ça va être intéressant. C'est ça, et je pense qu'ils seront là le 10, non? Oui, le 10, parce que le 10, c'est le vernissage à 18h, et il y aura une super chorale aussi dont on parlera tout à l'heure. Et c'est public, donc tout le monde peut venir. Oui, tout le monde peut venir, c'est Alors gratuit, venez. et il y aura des choses à boire et à manger. Plus important. Merci à Sarah, Emeline de vous être exprimées. Je propose maintenant qu'on rencontre nos autres invités qui se trouvent à côté de moi et que je vais laisser se présenter. Je vais y aller succinctement. Hop. Voilà, il est allumé. Parfait. Donc moi je vais me présenter succinctement. Moi c'est Clément et je suis membre du comité qui s'occupe de la galerie Vertige. Et on a aussi une autre invitée. Bonjour, Valérie. Du coup, je suis aussi une membre du comité galerie. Alors, le comité galerie, c'est issu de la galerie Vertige, donc qui ont fait le processus de sélection des œuvres. Je propose qu'avant de parler plus du processus de sélection, vous puissiez un peu nous présenter c'est quoi la galerie Vertige. Et c'est où? Et c'est qui le gars juste à côté de Valérie? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Bon, on va peut-être commencer par justement ce gars apparemment qui s'appelle Alberto et qui est donc aussi membre de la galerie Vertige et qui s'occupe plus particulièrement de la communication et des relations vers l'extérieur. Bah oui, c'est justement ça, Clément, merci. Tu as déjà bien introduit. Effectivement, je m'occupe de créer la visibilité de la galerie Vertige à l'extérieur, donc afin que le projet ne reste pas renfermé, disons, seulement dans l'institution et dans les fidèles qui nous suivent, mais aller à la recherche de partenaires, de projets, d'opportunités pour non seulement sortir nous, mais aussi faire que l'extérieur rentre et vienne chez nous. Merci. Clément, tu voulais nous expliquer ce qu'est la galerie Vertige ? Avec plaisir. La galerie Vertige, en fait, c'est une galerie qui organise des expositions et qui est donc pilotée, on va dire, par un comité. Et donc on fait partie, en fait, on est, on va dire, une activité qui est proposée au CRIT, donc qui est un centre tel se présente de réadaptation sociale, psychosociale. Et donc voilà, on a l'occasion de s'occuper de cette galerie et d'organiser des expositions vraiment de A à Z, et donc vraiment de toucher à tous les aspects qui existent pour organiser une exposition et pour faire fonctionner une galerie. Et donc, on peut dire en fait que ce qui est vraiment pas mal dans cette galerie, c'est que ça nous permet en fait, ça permet de faire un pont entre l'univers psychiatrique et le monde extérieur, les artistes, et autant aller vers eux, forcément, mais aussi les faire venir. Et donc voilà, je pense que c'est ça principalement. Super. Je pense que Valérie veut dire un petit mot aussi. Oui, je vais un petit peu reformuler de façon schématique. Du coup, le comité galerie, c'est un atelier du CRIT, donc comme Clément l'a dit, un centre de réadaptation psychosociale et d'insertion par le travail. Et ce comité fait vivre la galerie Vertige, ce comité est composé de sociothérapeutes et d'artistes, et ainsi que d'usagers du CRIT, qui se organisent en cogestion, c'est-à-dire que les sociothérapeutes et l'artiste a le même pouvoir décisionnel que nous sur le fonctionnement du comité. Et une des particularités de cet atelier, c'est son ouverture sur l'extérieur.
dont la collaboration aujourd'hui avec la Ligue de la santé mentale pour cette magnifique exposition. Et on est très content d'y avoir été conviés. Et comment ça s'est passé alors du coup? Est-ce qu'on vous a contacté? Vous avez contacté la Ligue? Vous vous êtes rencontrés dans la rue? Je pense qu'on a été contactés. On a été contactés notamment parce que... Je confirme. Voilà, par Eve. Notamment, mais je pense surtout par Eve, pour voir si ça nous intéressait de faire cette sélection en fait des œuvres qui allaient être exposées ici maintenant, ici au Halles Saint-Géry, et donc en fait on a évidemment répondu oui. Il faut savoir qu'on s'est quand même posé un peu la question de savoir si on allait avoir le temps, parce qu'on est quand même fort occupé par l'organisation des expositions. Il faut savoir qu'on fait au total 4 expositions par an, une collective et 3 individuelles, donc c'est quand même une exposition tous les 3 mois. Mais on a été emballé par cette proposition, parce qu'en fait c'est une reconnaissance du travail qu'on fait, du sérieux qu'on a dans l'organisation des expositions. Nous laisser cette possibilité, cette liberté, nous faire confiance, c'est vraiment super positif, et qu'on s'est dit on va prendre le temps pour le faire. Tout le monde n'y a pas participé, c'était libre du coup, donc il y a une partie du comité qui a dit nous on est prêt à le faire, et donc c'est sûr que on le regrette vraiment pas du tout. Et heureusement, moi j'ai croisé les doigts pour que vous acceptiez, parce que donc en effet, moi c'était essentiel de pouvoir bénéficier de votre expertise, parce que voilà, moi je ne suis pas commissaire d'exposition, je n'ai jamais fait de sélection d'œuvres, et je connaissais Alberto et je connaissais tout le travail qui était fait à la Galerie Vertige, et ça me semblait plus que pertinent de pouvoir faire appel à des acteurs qui avaient une expertise dans l'organisation d'expos et une expertise de A à Z, c'est-à-dire que vous, quand vous organisez des expos, vous sélectionnez le thème, les artistes, le dépôt d'œuvres, vous gérez la scénographie, la sélection, vous gérez tout de A à Z. Et donc pour nous, c'était vraiment une plus-value énorme de vous avoir avec nous dans cette aventure. Donc voilà, je tenais à le souligner et encore à vous remercier d'avoir procédé à ce processus de sélection, parce que c'était énorme. Il y a eu 150 œuvres en tout qui ont été proposées, et il y en a seulement 50 qui ont été sélectionnées. Et on peut peut-être venir un petit peu maintenant sur cette sélection, comment ça s'est passé, et déjà comment vous avez vécu le fait de recevoir 150 œuvres. Je pense que c'était un peu waouh. Je vais vous expliquer un petit peu concrètement comment ça s'est passé. Alors au début, il y a eu plusieurs discussions. Est-ce qu'on voit ces œuvres de façon physique ou pas? Puis on s'est rendu compte que logistiquement parlant, c'était pas évident. Donc on a procédé à la sélection sur base de photos. Et aussi sur base des textes explicatifs qui ont accompagné les œuvres. C'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est mis autour d'une table, on a regardé chaque œuvre, et individuellement, on a procédé, on a simplement pris un papier où il y avait, on a dû simplement évaluer l'originalité et le lien avec le thème de l'exposition, et dire si pour nous cette œuvre avait sa place dans l'expo ou pas. Ensuite, on s'est remis autour de la table, et là on a procédé à un vote. S'il y avait 5 votes, parce qu'on était 5 personnes à procéder à la sélection, s'il y avait 5 votes sur 5, il n'y avait pas de discussion, l'œuvre était sélectionnée. S'il y avait 4 votes, parfait, très bien, l'œuvre était également sélectionnée. S'il y avait 3 votes, c'était en balance, et là il y avait ouverture d'une discussion, et on avait la possibilité d'expliquer les personnes qui avaient choisi cette œuvre, pourquoi ça leur avait parlé, etc. Et parfois ça faisait bouger les lignes, et l'œuvre était retenue, parce qu'évidemment nous on aurait bien aimé tout sélectionner, mais l'espace limitait le choix, d'où cette nécessité de faire une sélection. Et pour les œuvres qui n'avaient pas récolté suffisamment de votes, pareil, il n'y avait pas de discussion, elles n'étaient pas retenues. Concrètement, c'est comme ça que ça s'est passé. Clément. Et donc je voulais rajouter, quoi qu'il arrive, là on avait 150 œuvres dans les expositions qu'on organise nous aussi. En fait, ce qui est vraiment très très riche, très intense, mais tellement intéressant, c'est que chacun va venir avec sa sensibilité.
va dire cette œuvre-là, je la trouve vraiment pertinente, je l'aime beaucoup, même si voilà, je l'aime, il faut le justifier, c'est pas juste j'aime ou j'aime pas, mais ça crée un débat en fait, ça crée un débat, voilà, et forcément il faut aussi se limiter, donc voilà, la procédure, c'est quand même un cadre limitant et qui va nous permettre justement d'avancer, de faire un consensus assez rapide, parce que sinon on peut partir dans des discussions infinies, et d'autant plus cette fois-ci on avait 150 œuvres, donc il y avait vraiment cette idée d'aller vite, hein. Je veux dire, on a quand même pris 8 demi-journées, donc c'est quand même pas mal d'heures, mais on se demandait si on allait y arriver, et en même temps on savait qu'on avançait dans la bonne direction parce qu'on a l'habitude de le faire, et puis au final ça a été assez chouette parce que par rapport à toutes les sélections qu'on a faites, on était pile poil dans le nombre que la Ligue voulait qu'on ait pour l'exposition en fait. Oui, je voulais juste rajouter, déjà remercier la Ligue pour nous avoir offert cette opportunité, hein, de contribuer à ce projet magnifique, et de nous avoir donné cette opportunité, et qui nous a posé aussi des défis, comme Clément l'a souligné, et donc qui nous a permis de tester aussi un peu la solidité du fonctionnement du comité galerie, ce qui fait partie du processus thérapeutique. Donc il faut souligner que tout se passe, que ce travail a été en plus des activités que les membres du comité s'engagent à suivre au CRIT. Donc c'était sur base volontaire, dans un délai temporaire assez court, avec une quantité d'œuvres assez importante. Et donc ça permet de rassurer aussi les membres du comité par rapport à leurs compétences et ce elles peuvent acquérir ou redécouvrir, se réapproprier dans leur parcours de vie et dans leur parcours thérapeutique. Donc, merci aussi pour l'opportunité, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire cette expérience, entre guillemets, personnelle et thérapeutique. Parce que c'est la première fois que vous sortez, peut-être vous l'avez dit, vous sortez des murs, ou d'habitude vous êtes à la Galerie Vertige à Anderlecht, c'est ça? Mais c'est la première fois que vous sortez des murs? C'est-à-dire que généralement on invite les gens dans nos murs, mais là c'est vraiment, enfin moi en tout cas c'est une première expérience depuis que je côtoie le CRIT où on est invité à l'extérieur. Okay. Voilà, d'habitude on fait venir le monde à l'intérieur, on communique, oui certes, pour faire venir voir les expos, mais là c'est pour moi oui, j'ai l'impression une première pas vraiment à l'extérieur. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez dit. Oui, parfois, je repose la même question. Hein. Vous me le dites, hein, sinon. Les critères. Donc, du coup, vous avez dit comment faire, voilà. Mais est-ce qu'il y a des critères quand même à un moment donné? C'est j'aime pas, ou il y a quoi? Mais l'originalité, c'est quelque chose on le juge de manière très personnelle. Le lien avec le thème, on le juge de manière très personnelle. Qu'est-ce qui fait une œuvre? C'est quoi le thème? C'est santé mentale. Alors qu'est-ce qui fait d'une œuvre une santé mentale? Est-ce que c'est possible de répondre à cette question? C'est une décision du comité. À chaque fois, c'était une décision du comité, et ça, il faut bien le retenir. Ouais, merci. Moi, je voulais surtout dire par rapport à ça qu'effectivement, on a dû beaucoup discuter de ça en fait. Ça s'est vraiment revenu chaque fois sur la table, parce qu'il y avait des interprétations, parfois les motivations, la démarche artistique des artistes, du coup oui, laissaient transparaître évidemment dans leur parcours, dans leur explication, dans leur réflexion, le côté santé mentale. Donc c'était plus évident. Après, il fallait encore voir si je veux dire, au niveau de la technique, il y avait quelque chose qu'on sentait aussi intéressant. Mais effectivement, là, on peut ouvrir vraiment un débat par rapport à ça. C'est quand même interrogeant, parce que moi, je vais dire plus personnellement dans ce que je pense, l'art, c'est un moyen d'expression. Je pense que Emeline et Sarah en ont bien parlé, parce qu'elles en ont l'expérience pratique, on va dire, mais en tout cas au niveau de la création et du travail d'artiste. Mais en fait,
tout le monde peut produire quelque chose. Et pour moi, quand on produit vraiment une œuvre, on exorcise quelque chose, on produit quelque chose vers les autres, on couche sur le papier ou d'autres manières ses émotions, ses sentiments. Et en fait, c'est exactement le cas. C'est la santé mentale, à travers l'art, on peut l'exprimer et en fait, elle concerne tout le monde. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord, Sarah et Emeline? On va vous amener un micro pour voir si vous êtes d'accord ou pas. Moi je suis d'accord, hein, mais par contre j'aurais voulu qu'on me dise en 2 mots ce que c'est le crit là. Ah oui. Parce que bon voilà, on arrive alors. La partie artistique, ouais. Comme ça, c'est le crit, Ouais, c'est le crit. Je sais pas ce que c'est en fait. Donc, voilà. C'est une très très bonne question. Et aussi bien la Galerie Vertige que le crit, il y a peu de gens qui savent ce que c'est un peu interpellant. Enfin, je pense, en règle générale. Hein. Mais ce que je veux dire, donc le crit, très, très simplement, donc c'est un centre de jour qui fait, comme Valérie l'a dit, qui est de la réadaptation et de l'intégration par le travail. Donc on a un certain nombre d'activités qui sont certaines plus de l'ordre de la création artistique personnelle, donc de la sculpture, de la céramique, de graphie-gravure, de la broderie, du textile, travail autour du textile. Et puis il y a des activités comme la galerie Vertige, il y a effectivement aussi les concerts Excapade, donc qui organisent des concerts de musique classique aussi dans une salle à l'extérieur, donc c'est un peu semblable dans la démarche, on va dire. Et alors en fait, donc ça fait c'est un des centres basé à Anderlecht de l'équipe, l'ASB de l'équipe qui propose donc divers endroits d'accueil assez variés en fait, et pour pas mal de publics différents qui ont des difficultés de l'ordre de la santé mentale. Voilà, c'est très très vaste et ça essaye de faire de la psychiatrie autrement, donc du soin autrement, quelque chose de l'ordre de la réappropriation de sa personne et de son côté de citoyen, d'être pleinement tourné vers l'extérieur, d'être dans la cité en fait et d'être considéré comme un citoyen à part entière en fait. Merci Clément. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose, qui avait envie de partager quelque chose. Emeline, Sarah, Valérie, oui. Alors peut-être les micros, peut-être le jaune, parce qu'on a des codes couleurs, voyez-vous. Voilà, Emeline. Oui, alors vous posiez la question du processus thérapeutique de création, enfin en tout cas de l'art. Et je pense qu'effectivement, quand on produit, on met toujours une part de soi. Donc forcément, ça peut avoir une influence aussi d'un point de vue thérapeutique, bien-être, ou quoi qu'est-ce. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que ça va même plus loin que ça. Parce que même quand on ne produit pas, quand on regarde, quand on écoute un morceau de musique, quand on est face à l'art, ça nous touche aussi. Ça nous fait du bien aussi. Et donc, c'est quelque chose finalement qui n'est pas que on pourrait imaginer que le processus thérapeutique au contact de l'art est quelque chose d'assez solitaire et d'assez personnel, mais c'est beaucoup plus que ça parce que on va vers les autres en fait. Au final, c'est quand même, enfin à mon sens, ici on expose, on l'a pas gardé dans sa chambre. Nos dessins. Quand on joue de la musique, on aime se produire devant un public. On a envie que les autres nous écoutent, soient touchés, que ça aille plus loin, que ça nous dépasse en fait, qu'on aille tous bien. Voilà. Donc moi, de ce que j'entends dans ce que tu exprimes, c'est le partage. En fait, partager quelque chose de soi avec les autres et aussi d'entrer d'une certaine façon en résonance avec les gens qui vont justement venir visiter cette expo et les émotions que ça va pouvoir générer. Voilà. Et à nouveau, revenir à cette idée qu'en fait... on est tous concernés, en fait on est tous des êtres humains, on a tous des émotions, on peut tous vivre des coups durs, on peut tous avoir des bons moments aussi dans la vie et tout ça effectivement, on est un être social, ça se partage.
Merci Emeline. Moi j'ai encore une petite question pour la Galerie Vertige. Mais déjà moi aussi vous remercier parce que c'est un merci réciproque. Je pense que c'est une plus-value dans les deux sens. Et moi je voulais savoir un peu aujourd'hui, Clément et Valérie, qu'est-ce que ça vous fait de venir aux Halles et de voir en fait justement toutes ces œuvres que vous avez passées, c'était demi-journée à sélectionner. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir ? Moi, personnellement, en fait, c'est assez chouette parce que je suis venu ici un peu plus tôt, j'ai fait un tour, j'ai regardé, j'ai vu un peu toutes les œuvres en vrai, du coup, puisqu'on les avait vues que sur des images sur un écran. Et en fait, je suis vraiment impressionné par le résultat. En fait, là, vous avez donc vous la Ligue tout accroché, mais c'est vraiment bien fait. Ça met les œuvres en valeur et ça nous rend fiers d'avoir participé à quelque chose, à une exposition qui montre vraiment qui rend visible l'invisible en fait d'une certaine manière et qui est de grande qualité en fait, et qu'on ait pu participer à ça, et apporter notre modeste contribution, on va dire, c'est super. Merci Clément. Alberto, tu voulais dire un mot ? J'anticipe Valérie, juste parce que j'ai cet élan de partager la joie d'y être arrivés ensemble. Nous, en Galerie Vertige, on s'est penché récemment sur la créativité collective, donc le fait d'y travailler ensemble. Et là, c'est vraiment la concrétisation d'un super travail d'équipe. Et pardon Valérie d'avoir pris la parole. Avec plaisir. Non, c'est une reconnaissance, vraiment, c'est chouette. Et puis c'est une collaboration qui... c'est vers ça qu'on doit aller. C'est vers une ouverture, vers des liens, recréer du lien. L'art, c'est une façon de se mettre en lien aussi. Et là, c'est un très bon exemple. Et c'est de travailler aussi main dans la main et toute casquette confondue, je pense, avec différents types de structures et à différents niveaux. En tout cas, je vous remercie tous et toutes pour cette discussion super intéressante. C'est des échanges qui sont importants et je pense qu'il va falloir qu'on continue à les avoir, qu'on va devoir continuer à réfléchir pour continuer le travail qu'on a entamé ensemble, parce que l'expo, c'est un événement, mais je pense qu'il faut le multiplier, qu'il faut le pérenniser et multiplier ce genre d'initiatives qui permettent à tous et toutes de travailler ensemble. Et là, je vous propose qu'on refasse une petite pause musique. Peut-être aussi dire que, s'il y a beaucoup d'infos, toutes les infos que vous entendez vont être répertoriées sur des sites. Donc voilà. Ouais, t'as raison Miguel, parce que c'est intense là. Voilà. Parce que c'est un maximum, même moi, j'arrive pas à tout retenir. Donc voilà, tout sera retranscrit aussi sur des sites comme ça. Ouais, c'est ça. Et l'émission sera, il me semble, disponible aussi après le live sur Radio Panique. Donc si vous voulez nous réécouter, n'hésitez pas. Et donc ici, petite pause avec le son de Bison, un autre jeune artiste bruxellois. À tout de suite. Il y aura des sanctions si tu baves. Je marche qu'avec des bras, pas de brassard du capitaine. Je reviens les décapiter, je sors mes crocs. Un peu comme le croque-mitaine, des bolides, m'en faut de signe. Dès qui j'en veux un tas. Tu dois être fait dans les dents, tu fais l'ancien, sois sûr de toi. Demi-tour, y'a les poulets dans ta harba, sois sûr de toi. Dieu merci. Aujourd'hui toujours en vie, y'a des frérots qui t'envient. Tu viens shop, dis qui t'envoie, tout ce qu'on fait c'est par envie. Acharné sur le micro, je peux pas te faire confiance, ça se voit aux alicros. Y'a que mes sangs qui ont mes sons, du coup ça va pas liquer. Temps additionnel, arrogant, je claque une panenka. Tu connais, faut du bourg donc on en fait. On a commis des méfaits, mais on n'est pas fiers. Tes propos m'ont pas l'air fiables. À ce qui t'a grandi dans la jungle, mais pas celle de Mowgli. Et ton poteau pour une chatte a fini aveuglé. Vider le sang ça t'arrange, ça négocie le tarot. À 200 casses sur un scooter débridé c'est marrant. Tu fais l'ancien bord impolite, mais on sait ta walou. Y'a que quand tu l'aimais bien que ça dit t'es un loup.
Au décompte de 10, tout le monde a disparu. Je marche qu'avec des pirates, la même équipe que Jack Sparrow. Je refuse pas un sparring, je vais les faire un par un. Meilleur de ma gênée, et si tu veux ça Paris. Trou du cul, t'es pas futé sur le terrain. Fin de corps, ça casse tes reins. Réussir, j'ai intérêt, et je parle pas des interros. Vu que la school, c'est fini. Pinchard en haut du classement pendant des temps indéfinis. Comme un serpent, je crache mon venin. Mon frère t'a fait le beau, elle t'a recalé. Pour pas me faire péter dans les couilles, la stup j'ai calé. Mon frère t'a fait le beau, elle t'a recalé. Pour pas me faire péter dans les couilles, la stup j'ai calé. J'ai pas la boule au vote quand je me fais contrôler. Bon ben calé dans les couilles, ces bâtards nous retrouvés, je consomme la cali. Pendant que d'autres consomment la tisse, on pensait que t'étais des nôtres, on t'a pas vu en temps de crise, y'a que des purs dans la rue. Si t'as pas, on va donner. Tu dis que t'es en manque de pôle, qu'un plat vont pas bouger. J'serais tellement les mains dans la puce, que j'en ai les mains vertes. Et pour faire ma part, j'ai dû investir solo dans la verte. Et bah l'hiverne, si t'es pas un de mes frères, je m'écrase sous la capuche, y'a haja, on sort le fer. Et bah l'hiverne, si t'es pas un de mes frères, je m'écrase sous la capuche, y'a haja, on sort le fer. Souvent la madre, on descend, mais tu connais, il faut des sous. Mais tu connais, il faut des sous. Souvent la madre, on descend, mais tu connais, il faut des sous. Mais tu connais, il faut des sous. Postiché au QG, y'en a marre de ces clichés. Y'a Coco Mico qu'on est fiché. Je viens d'une ville où pour un regard ça peut se fâcher. Perché, après 4 canons de Cali, c'est carré. Yankee prend sa dose et se casse. Dans les temps, faudra que tu ralasses. Envoie le feu, que je rallume un camas. Je vais d'une ville où tu touches un frérot, direct tu ramasses pour du pauvre. On a fait des trucs salaces, on n'a pas connu la richesse. Si je t'aime pas, je te baisse ta race, on veut des liasses. Mais pour ça faut charbonner, ton bosseur n'était pas vif. Famille G, il s'est fait péter, c'est dans la chambre qu'on fait les comptes. Nos vies c'est pas un compte. J'étais perdu tout ce temps, où tu étais quand j'étais dans la galère. Y'avait très peu de frais. Durant la soirée je me pose et je cogite dans ma tête. En ce moment c'est trop la haine, gros j'ai besoin de papel. C'est bien de vouloir de l'argent mais il faut avoir les couilles. Et si un jour tu vois les hnouches, il faudra que tu prennes la fuite. Habitué au fouille, grosse bombe dans les couilles. Habitué au fouille, grosse bombe dans les couilles. Habitué au fouille, grosse bombe dans les couilles gros. Ah. Franchement ton bras me serre pas la main, t'étais où quand j'étais en bas? Y'a des bas, y'a des hauts, mais c'est dans le bas qu'on reste meilleur. Je fais les 500 pas dans le bas et je repasse à hier. Je fais les 500 pas dans le bas et je repasse à hier. Dans la gova on est 3, dans ma teuté on est 3, sur le plafond on est 3. Dans la gova on est 3, dans ma teuté on est 3, sur le plafond on est 3. Yeah. Yeah. Rallume le thé avant de parler. Dans la rue il y a des traîtres. Ouais. Rallume le thé avant de parler. Dans la rue il y a des traîtres. Des vendeurs de barrettes. Là il a faisait la hlel. Là il a faisait la hlel. Rallume le thé avant de parler. Dans la rue il y a des traîtres. Des vendeurs de barrettes. Là il a faisait la hlel. Là il a faisait la hlel. Rallume le thé avant de parler. Dans la rue il y a des traîtres, des vendeurs de barrettes. Là il a faisait la hlel. Mais c'était une tape sur le camas. C'est de la repu, 212 frappes marocaines. En ce moment gros faux détal. Donc je me lève tôt, 53% gravé dans la tête. Donc je me lève tôt, le C repèse toutes les doses. C'est notre train de vie, enchaîner les délits et espérer mieux gagner. Les paroles font plus mal que les actes. Tu l'as remarqué, les yeux gonflés, pas parce que j'ai fumé, mais parce que je me retiens. Longtemps que j'encaisse les coups, ben maintenant je les remets. Plus de pitch et que de la haine, les yeux tout rouges sur l'autoroute. J'ai trop saigné le bitume, j'en ai des trous dans les chaussures. Mentalité, je réussirai sans sucer. Sois-en sûr que si un jour je perds, je ne compte pas changer. Ici les potes vont et viennent et ça va pas changer. C'est en bas du bloc, le bosseur ravitaille. Pas de ceux qui jactent, si y'a géante sur le glock. Y'a que les chocs, y'a que les tailles. On fait du semi et du détail. Posé en bas du bloc, le bosseur ravitaille. Pas de ceux qui jactent, si y'a géante sur le glock. Y'a que les chocs, y'a que les tailles. On fait du semi et du détail. Posé en bas du bloc, le bosseur ravitaille. Pas de ceux qui jactent, y'a haja, on sort le glock. Y'a que les chocs, y'a que les tailles. On fait du semi et du détail. J'espère que le Tout-Puissant pardonnera pour tout ce que j'ai fait. Et y'en a marre des traites, gros. Et y'en a marre des traites, gros. J'espère que le Tout-Puissant pardonnera pour tout ce que j'ai fait. Et y'en a marre des traites, gros. Et y'en a marre des traites, gros. J'espère que le Tout-Puissant pardonnera.
reviendra pour tout ce que j'ai fait. Y'en a ma détresse, sache qu'au fond t'étais mon frère. T'attendais de me la mettre, du coup un menu je t'ai fait. Si t'as pas les couilles, rien ne sert de te mettre dans les affaires. Regarde la dégaine, seul le regard témoigne. On est méchant quand il le faut, on est gentil quand il le faut. On prépare le délit à deux sur la banquette arrière. Je rallume un canon de calice, ça y est là c'est le moment de le faire. La rue m'annoxe, je ressens même plus les douleurs. On s'était dit que c'est pour la vie mais ça s'est passé autrement. J'arracherai ton sac si je t'ai pris pour cible. Si ça parle d'affaires, on parlera que sur Snap. Pas moyen de me remonter, j'ai déjà cible. Screenshot de 25G, détaillé dans les caves. Sur le R, y'a pas d'amis, beaucoup trop de connaissances. Pour très peu d'acolytes, pour un simple défi, ça pourrait t'arracher mamie. Ça pourrait t'arracher mamie. Pour un simple défi, ça pourrait t'arracher mamie. Ça pourrait t'arracher mamie. Personne à l'horizon quand ça crie famille. Pas d'en mettre qu'il y a un but dessus, ça m'appelle la famille. Trop de frérots qui sautent avant la fin de l'épisode. Je rêve me remplir les poches, si je fais tout ça c'est que pour la famille. En cas de misère, je sais que je serai solo devant le visage. C'est qu'en cas de galère, t'arriveras à distinguer les vrais défauts. Mes mots n'ont pas de valeur quand les actes sont à l'opposé. Je pensais que j'étais tout frère et au final, j'ai vu l'opposé. Quand t'es devant quelqu'un, jamais baisser les yeux. On préfère assumer même si on sait qu'on va ramasser. Même si on sait qu'on va ramasser. Même si on sait qu'on va ramasser. On se fait, il se fait mon pote. Écoute. Chez nous y'a pas de racisme contrairement à Eric Zemmour. Demande pas pourquoi j'ai fait tout ça, si je l'ai fait c'est que par amour. On est en place sur le terrain comme au Guéla Merkel dans les rues de BX. Ça t'arrache ta vie pour une histoire de papel. En ce moment j'ai pas pied, l'avenir est en train de me glisser des mains. Y'a pas être mes copains qui a pas une tête de vilain. Et notre passe-temps c'est scuer les poumons. Ta mienne me demande pas comment ça va car je te dirai toujours bien. À force de traîner dans la rue, j'ai perdu la notion du mal et du bien. On se renferme dans la revente de stupes pour augmenter nos gains, les poulets sur nos trousses. Et frérot, s'il y a pas de gousse, fais-nous pas le ouf, obligé de te choquer. Paris, les gratteurs sont déjà postés, Yanklis ravitaille et Yanklis ravitaille. Je te ferai assez mal dans mes scènes, tu gardes la vraie. C'est vrai que j'ai voté parfois. C'est vrai que j'ai voté parfois. Je te ferai assez mal dans mes scènes, tu gardes la vraie. C'est vrai que j'ai voté parfois. C'est vrai que j'ai voté parfois. La mort frapperait un jour, on n'est pas épargné, ces fils de pute ils veulent ma part alors que j'ai même pas commencé. C'est chacun sa part, c'est chacun son bif. Le danger tout part gros, c'est chacun sa mif. J'essaie d'éviter les coups de crasse, mais si tu nous fais trop le grand, obligé de mettre un coup de crosse. La vérité de ton vécu, je m'en bats les yeux. Oublie pas quand t'étais petit, on te mettait des balayettes. Si t'as quelque chose à dire, viens me le dire dans les yeux. Je traîne pas avec ces fils de pute car je n'aime pas les hyènes. Tu nous faisais le bise, mais t'as choisi ta miss. T'inquiète pas pour nous, ça n'est tourne à fond dans le bise. On rêve tous de beaucoup de bif, mais pour ça faut charbonner. Allez, range-moi ta main, arrête un peu de nous faire l'hypocrite. D'après les hnouches, on est tous pareils, mais c'est nous qui le contrôlent. Et le soir tard, je suis sous pilon, donc je traîne dans la zone. La haine, ça fait son apparition, donc j'ai changé de terrain. Il fut un temps où j'avais beaucoup trop de potes, mais le temps m'a vite rappelé que c'était tous des putes. Donc aujourd'hui, je me suis fixé une devise. Réussir sans vous, tu me fais le bise, mais t'as cité tous les blazes. À 6h ils sont venus toquer, mais c'était pas les titres. Dans la rue il y a des règles, et elles sont bien précises. Ils ont tenté de baiser le trafic, mais on baisse la canine. Si tu penses que rentrer au star ça fera de toi un homme, c'est que tu n'as rien compris à la vie. On fait des sauts dans la discrétion, pas ceux qui s'affichent. J'ai un grand cœur, donc je sais que ça fait de moi un riche. Je dis toujours que tout va bien, je fais pas partie de ceux qui se plaignent. Y'a pas de remède à ma peine, mis à part la beuh qui me calme. J'ai connu trop de traîtres et pas assez de frères. Depuis petit peu je côtoie la haine, j'ai dû investir dans la verte. Et nous fais pas le bandit, on sait que tu les pas. Je pensais faire ma vie avec eux, mais c'est tout l'inverse. J'ai retourné les cartes, ils ont retourné leur veste. Gros j'ai retourné les cartes, ils ont retourné leur veste. Et nous voilà de retour pour l'émission spéciale Art et Sentimental autour de l'exposition Invisible dans les caves des Halles Saint-Géry. Alors, tout le monde maintenant est autour de la table, nous a rejoints. Alors, qui a-t-il? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez bien peut-être vous présenter par votre nom et puis où est-ce que vous travaillez peut-être? Est-ce que Miguel, tu sais pas? Justement, je me demandais, moi, est-ce que les artistes se présentent en tant qu'artistes individuels, s'ils représentent aussi une association, s'ils sont membres de cette association ou pas? Enfin, voilà, c'est un melting pot pour moi. Donc, en effet, autour de la table, il y a les artistes et alors il y a aussi des artistes qui travaillent dans les institutions, en effet. Mais peut-être que oui. Sarah, toi, tu arrives avec une autre casquette.
Oui, en effet, je suis artiste et porte des projets. J'ai un projet qui s'appelle Wellbeing Artwork. Et donc, c'est vraiment un projet qui redécouvre cet lien entre le bien-être et la créativité. Okay. Et donc, j'amène des projets d'art collective dans des organisations et des institutions. Ok, merci. À côté de toi, il y a... Alors, moi, c'est Younes. Salut. Donc, en tant qu'artiste, je suis chorégraphe, danseur, directeur artistique, coordinateur artistique sur plein de projets, directeur créatif de concepts, d'événements et de projets artistiques en tout genre. Et je suis éducateur artistique en santé mentale au Coin des Cerises pour le projet Lieu de Lien notamment, avec lequel on fait différents ateliers, dont un atelier rap que vous avez pu entendre là durant les pauses, un atelier théâtre, un atelier cinéma et un café jeux vidéo. Et donc ça, c'est les projets que j'ai avec les jeunes. Sinon, plus largement, il y a des ateliers d'écriture avec des adultes, des permanences, des sorties, un peu tout. Ok, merci. Alors, à ma gauche, nous avons encore... Clément et Valérie de la Galerie Vertige qui restent avec nous. Qui se sont déjà présentés. On ne les présente plus, c'est ça qu'on dit souvent en radio, ouais. Hein. On ne les présente plus. Et Andrea. Bonjour. Salut Andrea. Et moi je suis psychologue, je suis coordinatrice des projets communautaires et je travaille au service de santé mentale Le Norois à Laken. Et toi tu viens aujourd'hui pour nous parler... du potager du Norois, qui est un de nos projets communautaires. Donc, on a 3 projets communautaires, un atelier d'écriture dédié aux enfants, un atelier d'écriture adulte, et puis nous avons le potager du Norois, qui est un projet... Je vous explique déjà tout maintenant ? Oui, vas-y, tu peux y aller. Oui, je me lance. Oui. Donc, en fait, c'est un projet qui est maintenant à sa 3e année, qui est né vraiment pendant la période post-Covid, avec le plan de relance. Et dont le but, c'était un peu de recréer des liens. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte pendant toute la période de confinement que les gens avaient du mal à arriver chez nous, qu'on n'avait que des espaces un peu fermés, pas assez aérés pour les recevoir. Et donc on a commencé à investir les espaces extérieurs et donc le devant de notre maison, de notre service. Et ces espaces sont devenus des lieux d'échange, de liens. Donc ça a commencé un peu avec cette observation qu'en fait les lieux extérieurs devenaient des lieux de santé, des lieux de rencontre, donc des salles d'attente improvisées. Et donc c'était intéressant de les réinvestir autrement. Et donc on a commencé à penser ce projet, à vouloir revenir vers la nature, vers quelque chose de très simple. De pouvoir remettre des gens en mouvement, de les remettre en lien les uns avec les autres aussi, qu'ils puissent faire quelque chose ensemble, qu'ils puissent planter des choses, voir pousser ses graines, manger les légumes ensemble. Et donc c'est vrai que ça a évolué. Et maintenant c'est vraiment une petite parenthèse dans notre semaine, une parenthèse où on rencontre des citoyens qui passent, des voisins qui entre-temps sont investis dans le projet, nos patients qu'on rencontre autrement, parce que c'est vrai qu'au potager, je ne suis pas une psychologue qui s'y connaît énormément en plantes. On a des animateurs qui viennent, mais on est surtout des personnes qui participent au même niveau et à la même place que ces personnes qui viennent nous rejoindre. Donc c'est vraiment très très riche. Ils peuvent nous apprendre des choses, ils peuvent nous montrer des choses. On échange en fait. Et c'est un petit moment convivial. On boit un petit café, on boit un thé, on met les mains dans la terre, on oublie les idées, les pensées, les préoccupations, les tristesses et on fait quelque chose de simple. Et alors, du coup, tu dis, je suis psy, mais je suis pas experte en potager. Ça veut dire quoi ? Vous avez un peu glané des infos sur Internet ou vous êtes aidé d'intervenants ? Nous avons des intervenants, donc on collabore avec les associations aussi qui, elles, s'y connaissent, donc avec la SBL La Clé, avec le Début des haricots, qui viennent nous donner un coup de main, donc pour la partie technique, où on parle de plantes et on parle d'alimentation. Mais c'est vrai que, je pense que pour nous, le nœud de projet, c'est vraiment cette idée de faire lien, en fait. Et comme quoi le lien, il soigne. Et le lien à la nature, il soigne aussi.
Et puis, il n'y a rien à faire. Quand on est triste, quand on est inquiet, quand on est préoccupé, voilà, parfois on a du mal aussi, on a l'impression que ça ne se termine jamais. Et il y a quelque chose de très rassurant dans la temporalité de la nature aussi. On sait qu'il y a des cycles, on sait que, on voit pousser les choses, on vit le temps autrement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et si on a envie d'aller au potager, c'est réservé uniquement aux patients du service de santé mentale ou Non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Okay. C'est vraiment un projet presque citoyen de quartier. Donc, on a des voisins qui viennent. On a des gens qui passent devant, qui s'arrêtent, qui nous posent la question, qui passent un moment avec nous, qui reviennent parfois. On a aussi des collaborations avec les associations au niveau de la coordination sociale à Laken, donc qui viennent et qui ramènent des groupes de personnes. En été, on a commencé à faire des stages aussi, parce que, oui, je ne vous ai pas dit, mais le potager, donc notre petit rendez-vous, c'est tous les jeudis matins, ce qui veut dire que parfois, c'est un peu plus compliqué pour avoir des enfants. Et donc, on s'est dit, finalement, pendant les périodes scolaires, pourquoi pas organiser des stages et pouvoir proposer quelque chose aussi aux enfants et à leurs parents, des moments de bulle ensemble, un peu en connexion avec la nature. Mais il me semble que j'étais venue faire des bonbons, moi, au potager. Tout à fait, des bonbons faits maison, bio. Naturels, avec justement des herbes du potager. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que souvent, on cuisine ensemble aussi. Donc, il y a tout ce processus. Donc, il y a semer, préparer la terre, mais puis il y a récolter, il y a partager des repas, cuisiner ensemble. Et donc, c'est très riche aussi. Et alors, tu dis que voilà, il y a des gens dans la rue qui passent à côté du potager, qui peuvent venir peut-être participer. Mais alors, c'est un centre de santé mentale. Est-ce que ça fait peur à certains de rentrer dans le potager parce que c'est un centre de santé mentale? Est-ce qu'ils ont peur de la santé mentale? Alors justement, je pense que ça ouvre la porte. Parce que les gens, ils ont beaucoup de représentations sur la santé mentale. Et au final, il y en a qui osent venir, qui nous voient travailler, qui osent passer la grille, on va dire comme ça, et qui viennent poser la question, qui demandent, mais en fait, c'est quoi un service de santé mentale? Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment ça se passe? Et c'est intéressant pour eux qu'ils puissent comprendre aussi qu'en fait, on accueille monsieur, madame, tout le monde, des personnes comme vous, comme moi, qui passent par une période de difficulté et qui ont besoin d'aide à un moment donné. Ok, tu participes à la déstigmatisation. Tout à fait. Waouh, super, merci beaucoup. Younes, toi tu travailles avec... Miguel. Oh, pardon. Non, mais c'est parce que... Pardon Miguel, je j'ai déjà entendu pas vu. La clé, c'est un squat, je oui. pense. Non, tout ça pour dire que, quelles que soient les différences, on arrive à travailler ensemble. Enfin voilà, tu connais bien les gens de la clé, parce que voilà, c'est des potes à moi. Ok. Voilà. Par contre, justement, j'allais aussi venir sur lui-même, mais bon, voilà, de voir un peu la raison de sa présence et qu'il nous parle un peu de lui, tout simplement. Merci. Moi, je voulais juste faire cette transition que Miguel a très bien fait. Mais donc, tu travailles spécifiquement avec les jeunes. Enfin, je sais que tu travailles dans le lieu de Lyon où il y a pas mal d'âges très différents, mais tu as des ateliers aussi avec les jeunes. Alors oui, j'ai des ateliers également avec les jeunes. C'est également la raison pour laquelle j'ai été engagé, puisque je travaille sur le quartier Versailles à Neder-Overembeek, dans lequel j'ai grandi. Donc j'ai passé 28 ans de ma vie dans ce quartier-là. J'ai vu plusieurs générations différentes. Ma famille fait partie de la deuxième, je pense, famille maghrébine à être arrivée dans ce quartier-là, justement. Ce qui fait que je connais un peu tout le monde. Et puis c'était important pour moi que les jeunes aient également une représentation d'une personne qui vient du même quartier qu'eux et qui a pu prendre un chemin différent que celui qu'on nous prédestine dans ce genre de milieu-là. Donc le fait de revenir après plusieurs années à l'international, revenir un peu pour travailler dans son quartier, c'était important pour moi. Et après avoir ouvert une ASBL, le coin des Cerises m'a contacté pour travailler justement sur les jeunes et puis également prendre conscience de la santé mentale dans les quartiers, puisque avant d'être engagé, quand on m'a proposé, c'était un peu, ça tombait un peu de nulle part pour moi. J'ai jamais travaillé en santé mentale. Et puis tu réalises qu'en fait, tu travailles en santé mentale depuis au moins 10 ans, mais tu le sais pas. Et donc, c'était important pour moi. Alors, de la même manière dont on m'a expliqué un peu tout ça et les raisons pour lesquelles on m'a engagé, c'était important pour moi de répondre à la demande des jeunes qui ont un peu du mal à s'inscrire dans un chemin associatif sur Versailles, soit parce que ça répond pas à leurs demandes, soit parce que
ils ne sont pas forcément, les gens ne sont pas forcément formés à travailler avec eux. Et puis lorsqu'on a grandi dans un endroit comme ça et qu'on est de base respecté en tant que personne dans le quartier, c'est plus facile de travailler avec des jeunes qui sont plus difficiles ou qui n'arrivent pas à rester dans certaines ASBL justement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place plein d'ateliers différents qui émanent de demandes de leur part. Et puis qu'on essaye de coupler avec ce que je sais faire et avec mon réseau. Donc dès que voilà, si c'est du rap, on a mis en place justement cet atelier rap, on a cassé une salle de bain, on a installé un studio. Ouais. Et donc j'ai mon petit frère Ismaël qui vient pour les enregistrer, vu que lui est également un jeune du quartier qui a grandi là. Il est un ingé son, beatmaker et compositeur, donc il vient créer toutes ces musiques que vous avez écoutées là tout à l'heure avec eux, de A à Z. Et donc c'était important pour nous de faire ce travail-là, en tout cas avec les jeunes. Et puis on parle pas vraiment de santé mentale, puisque ce sont des termes un peu qui peuvent sembler péjoratifs pour certains. Et puis d'un autre côté, c'est aussi, c'est pas forcément, on met pas de mots forcément sur tout. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ça dépend vraiment des moments. Mais voilà, c'est un peu quand on est plus jeune, on dit qu'on est malade. On est moyen malade ou très malade, et donc du coup que ça soit un rhume, une angine, pour nous ça change rien du tout. Donc pour la santé mentale c'est le même système un peu. Donc il n'y a pas forcément des mots prédéfinis. On se dit juste qu'on va pas très bien, ou bien qu'on a besoin de voir nos potes, ou des fois on dit rien du tout et on vient. Et donc comme on n'a pas forcément il n'y a pas de prérequis pour venir au lieu de lien. Tout le monde peut venir et on peut juste passer par là, venir une fois, venir pour cette nostalgie. On a des anciens qui viennent aussi pour voir les jeunes, les nouvelles générations, et qui ont le temps de pouvoir partager leur vécu, ou tout simplement de pouvoir se rappeler du leur avec nous, puisqu'on vient de la même génération, ou bien on les a vus passer par là ou autre. Donc, Et alors comment tu as fait au début? Parce que voilà, le coin des cerises t'appelle et tu dis allez les jeunes, venez. Comment tu fais ça faisait déjà longtemps que mon ASBL était déjà là sur place, mais on n'avait pas forcément les moyens, les locaux qui nous permettaient de travailler avec les jeunes. Nos réunions se passaient au milieu du terrain de foot du quartier. Donc là, ça répondait parfaitement à une demande qui se passait à ce moment-là. Les jeunes voulaient un endroit à eux pour pouvoir se poser, pour pouvoir discuter entre eux, pouvoir rigoler. Donc il y avait cette partie-là qui est arrivée. Et puis quand on vient d'un quartier, et qu'on accomplit des choses. Qu'on vient souvent revoir ce quartier-là, on a des personnes qui commencent à vous connaître, pas forcément, ils vous connaissent pas directement, mais ils vous connaissent de réputation. Donc quand on entend qu'on vient travailler là, il y a des gens qui se disent en fait on va peut-être pouvoir faire tel projet que lui a déjà fait avant, ou des choses comme ça. C'est comme ça qu'un atelier théâtre ou cinéma se sont mis en place, parce qu'à l'époque on avait créé une chaîne YouTube pour faire des parodies ou faire du podcast. Pas de podcast radio, mais du podcast face caméra, donc pour parler de certains sujets, comme ça se fait avec les youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui. Et ça avait beaucoup marché, donc dans Bruxelles, on était connu pour ça, le quartier Versailles était connu pour ça. Et donc les jeunes, quand on est revenu travailler là, ils se sont dit on sait que vous faites du théâtre, on sait que vous faites de la vidéo, on veut faire ça avec vous, on veut refaire la même chose que vous, parce que on était fiers du quartier à ce moment-là et on veut la même chose. Et donc voilà. C'est ça, on entend dans ce que tu dis un grand attachement au quartier. Ouais. Donc on dit voilà, c'est un quartier difficile où les jeunes sont difficiles, voilà. Mais en même temps il y a une grande énergie pour rester dans le quartier et en faire quelque chose de chouette. Et en tout cas il y a des demandes. Il y a les deux artistes qu'on a entendus ici. Tu as dit que on dit pas nécessairement on n'est pas bien, mais il y a des mots quand même. Il y a plein de mots. Là, ils en ont dit plein. Exactement. Aussi cru puisse-t-il être. Ces mots sont un ressenti. Ou des fois, il faut se dire aussi que là, par exemple, on a Scully, Bison. On avait ELS également qui était en featuring avec Scully sur les premiers morceaux. Souvent, en tout cas, la différence avec le rap d'une certaine époque où on parlait un peu de son vécu. Aujourd'hui, les rappeurs ont parlent plutôt d'un vécu général, en fait. C'est pas forcément d'eux qui parlent, mais c'est d'un vécu général. C'est pas forcément leurs expériences. C'est peut-être celle d'un ami ou c'est peut-être celle d'un cas qu'il y a dans le quartier ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai remarqué, en tout cas, quand les jeunes viennent enregistrer, que des fois on a des jeunes qui parlent de certains sujets qui ne les concernent pas, et bien souvent il y a des gens qui peuvent se dire ah ouais, en fait c'est un menteur, il raconte toutes ces choses-là, c'est pas de lui. Il faut bien comprendre qu'en fait il y a des jeunes qui vivent le mal-être à travers celui des autres, et donc avoir un jeune, c'est pas parce qu'on est un jeune, qu'on vient d'un quartier et qu'on n'est pas forcément contrôlé tous les jours que ça nous empêche pas quand notre pote se fait contrôler tous les jours. Et donc du coup lorsqu'il rappe, il rappe un vécu général de quartier, pas forcément le leur, et ça n'en fait pas des menteurs pour autant.
Ok, merci beaucoup. N'hésitez pas, autour de la table, si vous voulez Oui, je voulais interagir. rebondir, Oui, si je peux. Bien sûr, Andrea. Par rapport à ce que tu as dit, Younes, en fait, parfois c'est difficile de mettre des mots. Et c'est vrai que des dispositifs plus classiques de consultation, de bureau, ça ne convient pas à tout le monde et qu'il y a plusieurs façons de prendre soin de soi. Et c'est vrai que par exemple au potager, avec notre expérience, les gens ne doivent pas nécessairement mettre des mots. Et ils viennent avec qui ils sont, avec leur personne, ils viennent pas avec une étiquette de patient, intervenant, voisin. Et donc parfois ça arrive qu'ils en parlent de leurs difficultés s'ils ont envie. Parfois ils ne disent rien et on fait juste l'activité. Mais par contre, ça a vraiment un effet thérapeutique. On le voit, les gens me le disent, ils se sentent bien, ils sont contents, ils passent un bon moment. Et c'est parfois suffisant pour faire une grande différence pour eux aussi. Totalement. Ici, chez les jeunes, c'est le même système. C'est qu'il faut dire aussi que vivre dans un quartier, c'est pour nous, en tout cas, ça fonctionne un peu comme une dette à vie. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait dans notre vie, soit on fuit ce quartier-là, et puis 10 ans après, on nous remet au visage qu'on vient de là, et on peut se sentir mal à l'aise, ou on n'a pas envie que les gens le sachent. Soit on utilise ça à l'inverse, et on revient, on essaye d'aider, et puis on fait de son mieux. Mais dans tous les cas, un jour ou l'autre, le fait d'aller mieux, de toute façon, le quartier reviendra de toute façon un jour, soit pour dire merci, soit pour dire moi tu m'as pas aidé, soit. Et donc travailler avec des jeunes, c'est aussi faire comprendre cette réalité-là, de se dire qu'en fait des fois on n'a pas besoin de discuter de certains sujets, des fois il faut juste essayer d'aller mieux, de vivre ensemble, de faire quelque chose d'intéressant, mais surtout pas être prisonnier de son contexte social. Et parce que la plupart des jeunes s'inscrivent dans un mode de vie un peu comme ça, de se dire en fait si je vais pas à l'école et si je trouve pas un boulot stable, c'est qu'en fait je vais arriver à rien. Et venir avec des exemples et leur dire en fait non, il y a toutes ces personnes-là qui ont aussi eu un chemin difficile. Quand je suis face à eux après tant d'années et quand je leur dis vous savez moi j'ai doublé 4 fois en secondaire, hein, donc qui me regardent et disent bon toi t'as doublé 4 fois, bah oui, c'est pas on nous apprend très peu l'échec dans la société d'aujourd'hui, et c'est important pour moi que eux puissent comprendre que l'échec est un des meilleurs moyens pour apprendre sur soi-même et apprendre ce qu'on veut ou ne veut pas pour la suite, quoi. Merci beaucoup, Younes, pour ces belles paroles. Sarah, toi, tu utilises, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'art et ses effets dans ton travail. Comment ça se passe un travail, c'est en entreprise que tu travailles ? Oui, c'est des organisations, des entreprises, des associations. Ok, donc on t'appelle et tu interviens dans les sociétés, oui. Je travaille dans 2 secteurs principaux, on va dire. Un, c'est la prévention du stress, parce que les statistiques de burn-out, maintenant, ils sont vraiment incroyables dans les négatifs. Et l'autre chose, donc, c'est vraiment pour gérer le stress au niveau individuel, et l'autre, c'est la cohésion d'équipe. Parce que je pense, surtout au niveau associatif, on parlait avant des institutions, hôpital, école, c'est vraiment, si on a une équipe qui travaille bien, tout le monde va bénéficier de ça. Donc, vraiment travailler au niveau ressources humaines, il y a une bonne collaboration entre l'équipe, une bonne gestion du stress, il va vraiment prévenir les burn-out. Et moi, j'ai utilisé l'art comme langage parce que, comme consultante, j'avais commencé, on va dire, à utiliser les slides et dire, donc, ça c'est la technique, ça c'est la méthode. Okay. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, je suis artiste, je sais que l'art-thérapie, il peut vraiment aider. Donc, j'ai mis mon expertise et j'ai utilisé les langages de l'art. Donc, on disait tous ces projets qu'on partage aujourd'hui, ils sont des projets qui ont les mêmes buts, les bien-être collectifs, et on fait ça avec la créativité. Ça peut être musique, théâtre, les potagers, mais c'est vraiment, je crois, bien-être collectif, et c'est vraiment parler un autre langage et créer la collectivité. Non, la créativité vraiment fait les liens de la collectivité, je crois.
Et alors, du coup, en entreprise comme ça, parce que c'est quand même un milieu particulier où justement, tu as parlé de burn-out, et donc le burn-out, c'est quand même, c'est dans le milieu de travail où le milieu peut-être génère quelque chose de difficile. Est-ce que toi, quand tu amènes l'art, ça permet de questionner, et avec l'art, enfin voilà, moi je fais de la musique, je sais bien que parfois, ça me questionne, bien entendu, et donc ça me reconnecte à des questions très intimes, à moi, et voilà. Et donc, est-ce qu'il y a parfois, tu tombes sur des gens qui disent, en fait, moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je claque la porte, je m'en vais. Comment ton employeur fait avec ça? C'est vraiment intéressant de gérer ça, parce que les publics, on doit imaginer, c'est un public adulte, des professionnels, donc qui n'a pas forcément envie de parler de santé mentale. Donc aussi, on a plusieurs barrières. Et on va juste découvrir notre créativité, et quand ils voient les tables, t'imagines avec la peinture et tout ça, ils vont dire, oh, ça c'est le premier choc. Mais après, on va juste utiliser l'art comme médium. Donc on va parler de tout ce qu'on doit parler et on va collaborer ensemble. Et bien sûr, il y a les chocs de dire, ah, ça fait 20 ans que j'ai pas vu ça, comme ça marche avec les couleurs, avec tout ça. Et donc, ce stress, après, c'est vraiment on va jouer avec ça. Okay. Et c'est aussi ce côté vraiment ludique qui va aussi porter à les processus de bienveillance et aussi d'expressive. Parce que, comme je disais avant, c'est un processus créatif. On va jouer avec ça et on va faire des erreurs, on va accepter des erreurs. Il n'y a pas vraiment des erreurs dans l'art. Et donc, on va jouer avec ça en collectivité et on va produire ensemble quelque chose. Ça, c'est très intéressant. Comment produire un potager ou de la musique, on peut produire ensemble une œuvre d'art. Ça, c'est le message. Et est-ce que tu montres ton travail là-dedans? Ah, oui. Pardon, excuse-moi, Andrea. Oui, Zidi, je pas de t'avais pas souci. vu. Mais je voulais rebondir aussi parce que je trouve que ce que tu disais du par monde rapport arrive à l'expo. Oui, il y a du monde qui arrive. Donc en fait, ce que tu disais au niveau de prendre soin de l'équipe, je trouve que c'est essentiel. Et c'est vrai que, on a beaucoup tendance à penser aux patients, aux personnes qui peuvent profiter de nos services. Mais parfois, ces projets, ils aident aussi les travailleurs qui participent. Ça aide aussi les équipes. Nous, notre expérience avec le potager, c'est que ça a été très positif au niveau de la solidarité de l'équipe, de l'investissement et même le temps qu'on passait au contact de la nature, surtout dans un post-Covid où on a tous, en tant que professionnels, aussi tiré un peu sur la corde dans nos ressources à nous. Ça nous a aussi permis de pouvoir bénéficier de quelque chose qu'au final on propose. Et comme on a déjà dit ici, la santé mentale, on est tous concernés, qu'on soit intervenant ou pas. Et pour moi, surtout, c'est vraiment de mettre l'attention à l'équipe, parce que parfois on a dans des associations, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'exemples, on n'a vraiment pas les ressources pour prendre soin de l'équipe, mais c'est fondamental. Parce que les patientes, les soignants, donc tout le monde va bénéficier de ça. Et on doit vraiment, je stresse sur ça, parce que prendre soin de son équipe, ça va vraiment gérer toutes les situations. Oui, je voulais rebondir sur cet aspect-là, parce que je pense que c'est un peu comme le profil que j'ai dans une association pareille. Je pense que pour quelqu'un qui a toujours travaillé seul dans certains milieux, c'est important d'avoir une équipe aussi qui prend. Allez. Il y a cet aspect de prendre soin, mais qui permet la liberté, en fait, de comprendre aussi, de s'adapter aux gens qu'on engage. J'ai jamais travaillé en santé mentale, je suis artiste, je travaille dans l'éducation avec les jeunes, mais ça a toujours été, par moi-même, toutes ces choses-là. Donc,
engager une personne et après la bloquer dans un carcan en lui disant voilà, chez nous c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, pour ma part, ça ne l'aurait pas été. Le fait de pouvoir se dire que ok, on a confiance en toi, on sait ce que tu fais et donc tu ne dois pas justifier ce que tu fais, tu peux l'expliquer, mais le justifier, tu ne dois pas justifier, c'est déjà un cadre totalement différent pour nous en tant que travailleurs. Et puis aussi rajouter l'aspect de comprendre aussi l'engagement des personnes qui travaillent. Par exemple, le fait d'avoir un artiste qui a énormément sur le côté, c'est mon cas, mais qui a envie de coupler ça avec son travail principal, donc en santé mentale, ça aide énormément. En ce moment, on est en train de travailler sur un film qui va sortir au cinéma et sur lequel je suis engagé en tant que chef pour la figuration. Et donc le fait de pouvoir prendre des personnes qui viennent à ce lieu de lien, donc les jeunes, des adultes, et les mettre dans ce film, ils se verront au cinéma, ils seront, pour la plupart, ils ont vraiment hâte parce que voilà, ils sont fiers d'avoir tourné dans un film pareil et voilà, ils pourront le montrer à tout le monde, dire voilà, là derrière c'est moi. Donc ce genre de choses c'est important puisque il y a pas forcément énormément d'endroits dans lesquels on peut dire en fait je vais coupler mes deux boulots en même temps et ça va bénéficier aux deux et qu'on puisse être compris et qu'on puisse avoir confiance en nous. Donc travailler sainement dans une équipe qui te le permet, ça aide énormément. Et au coin d'Estrise, moi, je l'ai trouvé. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un travail qui, bien souvent, on a du mal à parler de ça dans le travail social ou des choses comme ça, d'efficacité. Mais pour moi, c'est très important. Venant d'un quartier, on n'a pas forcément tout le temps la possibilité de faire des milliers de projets. Donc, à chaque fois qu'on en a un, il faut qu'on marque l'histoire. C'est ce qu'on explique souvent. Et donc, quand on est dans un milieu comme ça, si on nous dit ah bah ça non, ça on peut faire un peu moins, souvent c'est difficile pour nous de pouvoir se donner à fond là-dedans. Alors quand on nous dit va jusqu'au bout, nous tout ce qu'on veut, c'est que ça se passe bien et que les personnes qui soient bénéficiaires de ça le sentent bien également, ça aide énormément. Mais oui, pardon, vas-y. Pas de souci, mais moi je voulais juste rebondir un peu par rapport à tout ce qui se dit ici parce que moi c'est un peu différent. Je travaille à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale et donc j'ai un peu une vision globale de ce qui est mis en place dans les services de santé mentale et les lieux de lien. Et en fait, force est de constater que c'est vraiment un secteur qui essaye de se réinventer au quotidien et qui essaye vraiment en fait d'être à l'écoute des besoins des publics face auxquels ils sont confrontés et qui sont constamment dans l'ajustement et qui du coup il y a une énorme liberté en fait qui est octroyée, j'ai l'impression, aux travailleurs pour pouvoir vraiment mener des projets qui font sens parce que parfois on réfléchit à un projet, on se dit voilà, on va proposer ça et en fait on se rend compte que voilà, ça accroche pas directement et donc on propose quelque chose d'un peu différent qui peut être beaucoup plus adapté voilà, à ce que les publics recherchent, comme disait Younes, voilà, les jeunes, le théâtre, etc. C'est parti d'une volonté en fait voilà, ils avaient envie de faire ça parce qu'ils avaient vu que ça avait marché auparavant. Et moi, je propose aussi qu'on parle du projet de chorale, parce qu'en fait là, on a parlé d'un potager, on a parlé de théâtre, on a parlé de rap, on a parlé aussi d'art-thérapie en entreprise. Et en fait là, on va parler d'une chorale qui est menée par le projet éolien du centre de guidance d'Etterbeek, et donc je vais laisser la parole à Raphaël. Merci beaucoup. Et en fait, ça va avec ce que je voulais dire là juste avant, c'est que, et ce que tu disais Younes, c'est important de faire, marquer l'histoire, j'aime bien cette idée-là. Si ça va, peut-être que je la reprendrai dans mes ateliers. J'adore cette idée. J'adore cette idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir que ce qu'on va faire là fait histoire pour nous-mêmes aussi, surtout. Et en fait, il faut faire des vrais ateliers. Il faut vraiment faire du vrai cinéma. Tu ne vas pas faire un truc pour faire semblant. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir être artiste soi-même. Alors on n'est pas obligé de vivre de son art vraiment pour faire ce genre d'atelier, mais d'avoir cette connaissance de processus artistique. Et alors je vais parler de la chorale. Donc du coup moi je suis musicien et j'anime. En fait j'anime deux chorales, une à Schaerbeek soutenue par le SSM Anaïs et une à Etterbeek soutenue par le SSM d'Etterbeek. C'est des chorales de quartier, viens qui veut, l'entrée est libre, on n'est pas obligé de chanter, de savoir chanter. On est un peu obligé de chanter, ça c'est peut-être la seule condition, c'est de vouloir avoir envie de chanter ensemble. On chante à 3 voix et à 3 voix. On chante à 3 voix, ouais. Okay. Donc il y a en gros basse, mezzo et soprane. Ok. Voilà. Tu nous feras une petite démonstration après, non ? Non, vous venez de le dire. En plus, j'ai plus de voix. Et après, moi, je chante pas en fait, je fais chanter. Donc c'est différent. Ah, moi, je t'ai entendu chanter. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un podcast d'ailleurs où on t'entend.
C'est vrai. Mais c'est ce qui est intéressant dans ces ateliers-là, c'est que je suis pas chanteur en fait, je suis musicien, arrangeur, compositeur, mais il se fait que je suis tombé là-dedans. On m'a demandé d'animer, j'ai animé. Et c'est assez intéressant parce que ça m'a permis de demander, tiens, quelqu'un a déjà été dans une autre chorale, est-ce que quelqu'un n'a pas un exercice pour qu'on chante mieux et tout ça. Et en fait on construit. Donc c'est comme les arrangements, j'arrive pas avec des arrangements tout faits. L'idée est que quand on écoute, je demande, tiens, on pourrait pas faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, chacun, on essaye d'avoir des retours, c'est vraiment notre chorale. On essaye voilà, qu'il y ait une chouette ambiance. Et je pense qu'on y arrive parce que voilà, il y a quoi, 20-25 personnes toutes les semaines. Donc Raphaël, c'est quel type de chant? C'est les trucs d'église ou gospel ou Eh bien écoute, je sais pas, on peut. C'est pas chorale, moi je pense les croix de bois là, le piqueur. Ouais. Non, mais je dis justement, truc d'église, je sais pas si tu auras beaucoup de succès. Eh bien, on a déjà chanté des trucs très classiques. Ouais. Et on chante des chants du monde. Alors, on a commencé par des chants faciles à mettre en place. Parce que dans les quartiers, tout le monde ne parle pas la même langue. C'est parfois difficile, des longs textes en français ou des longs textes en irlandais. Voilà. Donc, ou alors, du coup, en arabe, c'est très compliqué pour tout le monde. Enfin, voilà. Donc, j'essaie de prendre des petits chants, des petites berceuses. Après, c'est des trucs, en plus, on chante dans les familles. Voilà, des choses qu'on a chantées quand on était plus petit. Je dis moi, mais les participants, moi, il y a des berceuses que je connais pas, donc du coup, on va demander. Enfin voilà, et donc ça, c'est rapide à mettre en place. Et plus on avance, plus on met de la difficulté. Et s'il faut mettre un truc d'église parce que quelqu'un a envie de proposer ça, on regarde si tout le monde est OK. Et puis moi, je dis si c'est OK d'arranger ça parce que c'est quand même pas si facile. Et puis après, on y va. On fait comme ça. Par contre, tu as dit un truc qui était assez intéressant. Quand tu as dit, voilà, il faut être artiste c'est ce que soi-même. Il faut être artiste soi-même. C'est juste une parenthèse dans le sens que, on peut être artiste sans spécifiquement être dans le milieu sentimental et autres. Voilà, c'est tout ça. Voilà, il ne faut pas être débile pour. Tout à fait, et on n'est pas. Je veux dire, les frontières sont minces. Il y a une frontière. Oui, c'est aussi par rapport à ça, c'est bien que tu le dises aussi parce que je pense que c'est aussi important de ne pas vivre par procuration ce qu'on aimerait que les autres fassent. Souvent, nous, on est aussi engagés, en tout cas, mon profil à moi, est souvent engagé dans certains milieux pour venir donner les mêmes ateliers, toujours le même atelier rap, toujours le même foot, toujours le même, comme si quand on venait d'un quartier, on est toujours obligé de faire le même type d'art ou les mêmes types de sport. Donc, et puis surtout qu'aujourd'hui, ça a évolué. Un atelier rap où on met en place un truc d'écriture, vous aurez personne. Il n'y a plus personne qui écrit. Tout le monde est sur son téléphone à écrire des morceaux de phrases dans son téléphone et aller en cabine. C'est fini, le gars avec son calepin, ça n'existe plus. Ou alors ça existe, mais il ne viendra pas de quartier en tout cas. Ça va être plus difficile. Mais donc, c'est important aussi d'avoir ce truc-là, d'avoir la réalité de l'art, même si on ne le pratique pas. Moi, je rappe pas, et j'écoute de moins en moins de rap aujourd'hui, mais je sais très bien que si on met un atelier demain d'écriture pour le rap, il n'y aura personne. Et donc, il y a plein d'endroits aussi qui engagent des personnes en leur disant nous, c'est ça qu'on veut faire, et qui ne réalisent pas du tout comment ça se passe, que le processus n'est plus le même que ce qu'on pense. D'accord. Mais un peu comme disait Sarah, je pense que c'est toi qui l'as dit, non, d'être à l'écoute. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je me dis effectivement, le but c'est la co-construction et pas parler à la place des gens. Quand nous on fait une recette ou qu'on décide de planter un légume et pas l'autre, il y a un échange, il y a une discussion, il y a des gens qui nous amènent leurs propres recettes, il y a tout cet échange de savoir je sais pas, on va faire une soupe, tiens, moi je fais comme ça, non, moi je mettrai pas ça, moi j'ai toujours appris à faire autrement. Et donc il y a vraiment ce processus et cette liberté de co-construire quelque chose et puis de découvrir le résultat ensemble. Et justement, c'est essentiel. Excuse-moi.
Mais justement, par rapport à cet aspect de co-construction, c'est pas forcément, j'ai l'impression, quelque chose qui est fort compris donc par tout le monde. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça permet en fait de co-construire avec les gens et de leur donner une place en fait dans ces différents ateliers, parce que au final, c'est un peu ce qui vous rejoint tous et toutes, c'est que vous donnez une place aux gens et vous leur permettez d'avoir un sentiment d'appartenance, d'ancrage. Enfin, comment ça permet de faire soin en fait en santé mentale? Comment ça participe à un mieux-être? Alors, si je vais me permettre d'intervenir en tant qu'usager de soins en santé mentale, ça leur permet tout simplement de nous proposer des soins qui nous sont adaptés parce que nous sommes les mieux placés pour savoir ce dont nous avons besoin, et c'est en construisant qu'on construit quelque chose de cohérent et de pertinent. Voilà, merci. Moi, je voulais juste rajouter aussi, évidemment aussi en tant qu'usager, que au CRIT par exemple, je trouve qu'en fait au final il y a une cohérence. Forcément on est dans un centre, donc on va se retrouver ensemble. On va se retrouver ensemble avec des gens qui comme nous éprouvent des difficultés. On va se retrouver aussi avec une équipe autour de nous, mais qui est présente pour nous amener à aller mieux. Et en fait l'équipe elle est vachement différente parce que le CRIT a choisi d'appeler ces travailleurs des sociothérapeutes. Et donc ils ont chacun un bagage différent, des connaissances, une formation ou pas, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai parlé tout à l'heure de différents ateliers artistiques. Et en fait, dans chaque atelier artistique, il y a des artistes. Des artistes qui justement n'ont pas a priori cette formation ou ce lien autour de la santé mentale. Je pense que c'est ce dont Younes parlait notamment aussi. Et en fait c'est super riche parce que ces artistes ont des connaissances, ils vont nous les amener, nous les montrer. Donc il y a des techniques picturales, artistiques qu'on n'a pas a priori, mais ils vont nous les apprendre. Et donc c'est hyper enrichissant parce que nous aussi parfois on a des expériences, des connaissances artistiques, et on va pouvoir du coup les partager aussi avec les autres personnes présentes dans les ateliers. Et je pense à ça parce que il y a quelques mois, on avait une possibilité parce que la galerie n'était pas occupée, on était entre deux expositions, et il y a une des artistes, Charlotte, pour la nommer, qui s'occupe de l'atelier graphique gravure, et en fait il y a un des patients, Thomas, qui a développé une compétence en gravure, une manière de travailler, une démarche artistique vraiment originale. Et en discutant avec lui et avec nous, la galerie, ils nous ont demandé tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire une exposition rapidement, un vernissage, quelques jours. Et on a dit ouais, en fait c'est possible. Et ça aussi, ça a été hyper enrichissant parce que Thomas a pu organiser une exposition, on a pu y participer, on a pu le soutenir, nous en tant que galerie, et puis les restes des usagers du CRIT. Il y a eu un vernissage, et voilà, on a pu sur un court laps de temps valoriser en fait un travail qui a été développé au CRIT, qui a démarré au CRIT, et qui d'ailleurs c'est assez impressionnant. Thomas a été contacté, a été recherché, mais a été surtout contacté et sélectionné au final pour participer pour être participant d'un atelier de gravure, et pour aller continuer à développer cette technique. Et là, il va arriver, je pense, du coup, à un niveau vraiment professionnel. Donc c'est super impressionnant. Et plus largement aussi, nous, au travers de la galerie, en tout cas moi personnellement, et les autres aussi, on développe des compétences, et en fait ça nous donne des idées. On se dit tiens, ça j'aime bien, je savais pas que je pouvais faire, je savais pas que ça se passait comme ça. Tiens, est-ce que j'ai pas envie de creuser ça et de voir par la suite si en fait ça me plairait pas de me tourner vers ça d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il n'y a pas de pression. En tout cas, personnellement, je suis pas en train de me dire je vais ouvrir une galerie et je vais gérer ça et je vais faire 10 000 expositions et vous allez voir. Non, essayer de s'immerger dans ce monde-là et de voir ce qui est fait ailleurs, quoi. Oui, ça permet plus largement ça nous permet de reprendre confiance en nous, en fait, et aussi de se situer sur un pied d'égalité
travailleurs, usagers, on est tous des êtres humains et le lien, l'échange, c'est un vecteur de soins. J'aurais envie d'ajouter une petite chose. J'ai été agréablement surprise de découvrir tous les témoignages ici des personnes qui ont participé à l'émission. Et c'est juste, j'ai juste envie qu'on se dirige vers ce sens-là. Il y a une marge de progression en fait énorme dans la prise en considération de la santé mentale pour qu'elle soit plus pertinente et efficiente et humainement adaptée. Qu'on parle de prévention, parce que ça, j'estime que effectivement, comme on en a parlé, on n'en parle pas assez de la prévention, d'améliorer la prise en charge, de voir tout ce qui est réinsertion et émancipation. Il y a encore beaucoup de choses à faire et on peut s'inspirer des expériences qu'on a pu découvrir aujourd'hui. C'est la semaine de la santé mentale. Le soir du vernissage, il y aura aussi, ça correspond aussi à la journée mondiale de la santé mentale. Faisons de ces dates clés aussi un point de rencontre pour avoir des discussions, des concertations pour essayer de réellement améliorer ce système. Parce qu'on en a tous besoin et potentiellement on peut tous en être usagers un jour ou l'autre. Ce que je ne nous souhaite pas, bien sûr, mais voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. Sarah, tu avais juste à ajouter pour la collectivité, oui. En disant qu'on est juste dans ces projets, on est juste des facilitateurs et notre rôle c'est vraiment de mettre les groupes dans la bienveillance et mettre dans les groupes, les individus dans la bienveillance de s'exprimer en liberté et avec les différences moyennes. Et de mettre à les personnes la confiance qu'ils sont créatives et ils peuvent créer quelque chose. C'est vraiment important dans les groupes. Et les groupes, c'est vraiment... c'est les groupes aussi que c'est thérapeutique, je trouve. Donc c'est à plusieurs niveaux, hein. Younes ? Je disais aussi que c'est bien de parler de prévention, puisque notamment le travail avec les jeunes, il est principalement de prévention, en tout cas dans mon cas, puisque on va pas dire entre guillemets que c'est des personnes qui viennent avec des pathologies précises ou des choses comme ça. Ils viennent vraiment avec ce truc de vouloir vouloir aller mieux. Et le travail, c'est aussi de communiquer pour essayer d'éviter que certaines choses se passent plus tard, puisqu'on a presque une entre guillemets tradition chez nous négative qui est de chaque année en été, on a une nouvelle personne du quartier qu'on a connue qui craque, on va dire, et qui devient errant un peu dans ce quartier et qui devient le nouveau, entre guillemets, fou du quartier. Et donc, avoir ces jeunes qui viennent là et qui puissent, on peut mettre un mot déjà sur ces personnes-là, puisque souvent, il y a des rapports un peu difficiles avec les autres habitants du quartier, donc, que ce soit des bagarres ou autre chose. Donc, avoir un lieu déjà où on peut dire, en fait, ces personnes ont vécu ci, ça, c'est important de comprendre la situation. Quand vous les voyez, ne soyez pas agressifs envers eux. Et puis, à discuter de certaines choses pour essayer d'éviter au mieux qu'un jour ce soit eux à leur place, puisque la plupart du temps ce qu'on a en tout cas comme jeunes chez nous, et au niveau de la prévention c'est important, c'est qu'on a plein de jeunes qui se sentent pas bien chez eux non plus, qui viennent discuter de certains sujets et c'est vraiment très, très difficile pour eux de se dire que voilà, à la maison il n'y a pas de discussion avec le père, il n'y a pas de discussion, il y a des problèmes à l'école, mais quand je viens à la maison c'est toujours ma faute. Et avoir un endroit dans lequel en fait ils peuvent en discuter avec une personne où ils ont confiance. Ça leur permet aussi à eux c'est comme si pendant un instant on retardait un peu l'inévitable des fois. Je le ressens comme ça pour certains. Et de se dire en fait, plutôt que ça soit à 12, 13, 14, peut-être ça va être plus tard, peut-être jamais, parce qu'en fait on va enfin pouvoir en discuter et que ça se passe pas. Il y a notamment dans l'atelier cinéma, avec un jeune avec qui on discutait, qui disait qu'avec lui, avec la relation avec son père, tout se passait super bien. Et puis on a donc je diffuse des films et durant le film je mets des pauses pour qu'on puisse en discuter. Et j'avais diffusé un film qui s'appelle Le Grand Voyage, dans lequel un père demande à son fils, ou plutôt exige que son fils l'accompagne en pèlerinage à la Mecque en voiture, alors que son fils doit passer le bac. Son fils et lui ne discutent pas et la relation est très difficile entre eux jusqu'au moment où le fils craque et s'emporte sur son père. Et lorsque j'ai mis pause pour en discuter avec eux en disant voilà, c'est la faute de qui, vous en pensez quoi, ils étaient tous à dire que c'était la faute du fils parce qu'il n'y a pas à parler comme ça à son père. Et puis quand j'expliquais mais du coup le père ne lui parle pas, c'est qui lui explique qu'on parle pas comme ça à son père? Et là boum, ça s'est stoppé. Et là
Ah ouais, c'est vrai, s'il lui dit pas pourquoi, alors ce serait sa faute. Et donc avoir ces discussions-là et dire voilà, et maintenant qui ressent ça chez lui à la maison? Bah là, des gens qui disaient bah non, tout se passe bien, voient les autres lever la main et se dire ah ouais, bah en fait, je peux assumer maintenant. Moi aussi, c'est comme ça chez moi. Et donc ça l'art permet à des personnes des fois de mettre des mots ou des fois de voir qu'en fait d'autres vivent ça. Et donc, des fois, on peut se dire que regarder un film au cinéma, nous, on passe d'un film, un blockbuster, et puis le lendemain, on voit un truc plus sérieux, parce que à l'école, quand on regarde des films au cinéma, c'est pas forcément des sujets qui nous intéressent, et on l'a déjà vu 1000 fois. Dès qu'on change d'école, c'est le même film qu'on nous remet. Et donc, du coup, se dire qu'en fait, demain, on peut regarder un film Marvel, et après-demain, on peut regarder un film un peu plus sérieux, c'est aussi... les sensibiliser à l'art, en fait. L'art, c'est pas juste un truc chiant où on discute après et en fait, c'est bon. Maintenant, des fois, il peut y avoir des sujets sérieux qui se passent dans un blockbuster et c'est pas péjoratif parce que c'est un blockbuster, quoi. Donc, voilà. Et ça revient à ce que tu disais aussi, c'était l'adaptation aussi à chacun. Et alors, le support du groupe, parce que c'est aussi une manière d'être en groupe et donc l'art comme support au témoignage des autres finalement, parce que dans ce que tu expliques c'est le fait de dire ah bah ouais en fait je suis pas seul. C'est ça, et puis faut se dire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier qui ne connaissent pas leur histoire et qui ne connaissent pas non plus, donc ils connaissent pas la leur, et ensuite leur voisin de palier vient d'ailleurs encore et ils connaissent encore moins celle des autres. Donc des fois à travers certains films c'est de comprendre pourquoi des fois on a des mécanismes pareils, des fois on se dit des choses dans les quartiers qui sont très difficiles mais qui sont banalisées aujourd'hui, et donc des fois voir des films et se dire en fait ça vient de là. C'est à cause de ce moment-là en fait qu'entre nous on est soit compétitif, des fois on se dénigre pour avancer. Enfin, c'est très important d'essayer d'analyser nos comportements qui ont l'air d'être banals aujourd'hui dans les quartiers et comprendre d'où ça vient, parce que c'est le seul moyen de pouvoir aller mieux plus tard dans le futur, c'est de mieux comprendre le passé. Et des fois avec certains films, des fois, on n'arrive même pas à réaliser qu'il y a même des choses qui nous influencent qui ne font pas du tout partie de notre histoire. Et donc, en discuter, c'est bien aussi. Super. Andrea? Oui, je voulais juste rajouter que c'est une des raisons pour lesquelles on a eu aussi l'idée de proposer des stages. C'est justement en visant cette question de la prévention aussi, même par rapport aux enfants. C'est vrai qu'on a, je pense un peu comme vous, on a des enfants qui viennent aux séances, qui sont vachement stigmatisés. Parfois, on les voit un peu comme l'enfant à problème, que ce soit à l'école, que ce soit parfois dans la famille. Et donc, c'est très riche qu'ils puissent venir, qu'ils puissent arriver à la fin de la journée de stage, à la fin de la semaine de stage, et qu'ils puissent venir dans la famille et montrer quelque chose qu'ils ont fait et apprendre quelque chose à leurs parents. Et qu'ils puissent un peu avoir cette idée d'origine de la vie aussi, que les choux, c'est pas au supermarché, mais qu'on vient aussi d'une petite graine. Enfin, il y a toute cette conscience, en fait, liée, au côté humain, ou se connecter à ses ressources. On a tous des ressources, on a tous des forces, on peut tous apprendre des choses les uns aux autres, et donc c'est vrai qu'on essaye aussi qu'ils puissent se rendre compte de ça et partager ça à la maison aussi. Et je ne sais pas qui écoutera ce podcast, et si c'est que des travailleurs de ce milieu-là ou pas, mais je pense que c'est important que tout le monde réalise qu'on fait de la santé mentale, tout le monde, peu importe où. Et souvent, quand on travaille avec les jeunes, on réalise à quel point c'est le cas. Des fois, sur le film sur lequel on travaille, on avait besoin que des directeurs ou des directrices d'école signent des papiers quand un jeune doit manquer l'école une journée. On se retrouve avec des écoles dans lesquelles il y a des directeurs qui disent « Ah, c'est super, tu tournes dans un film, on va aller le voir ensemble. » Et puis on a d'autres écoles où on dit « Non, tu ne quittes pas l'école. » Et en fait, déjà, c'est important de réaliser que dans n'importe quel endroit de la société, en fait, on fait partie de cette graine des fois qui peut en fait être mauvaise pour certains et très bonne pour d'autres. Se sentir soutenu par l'école plus que dévalorisé, c'est super important. Et donc voilà, je pense que toute personne qui écoute ça doit se dire qu'en fait dans nos réactions et des fois on doit être soutenant pour beaucoup de choses, parce qu'on peut être la base ou la personne qui fera changer les choses. Donc c'est important. Exactement, en parlant de graines, la santé mentale ça se cultive et on a tous besoin de le cultiver, et soit on le cultive chez les parents, on le cultive chez les enfants, et c'est un cercle vertueux. Voilà, et on a tous besoin de prendre soin de ça et de le cultiver. Cultivons ça. Merci beaucoup, mais moi, alors je voulais rajouter quand même un truc. Miguel. Je pense qu'il y a aussi un déséquilibre entre il y a une demande qui est là, les jeunes, les marginaux, les artistes et tout, et il y a une offre. Et je pense qu'il y a aussi un peu ce déséquilibre où l'un ne comprend pas l'autre. Et on a utilisé un terme qui est assez important, qui est l'écoute. Mais pas que l'écoute avec les oreilles, l'écoute
que l'on voit, les artistes peintres, photos et autres, enfin, l'écouter avec tous ses sens, quoi. C'est là où je veux en venir. Donc voilà, c'est là aussi où il y a des gens qui ont envie de s'exprimer, ils sont mal entendus, mal écoutés, et c'est important, je pense, de faire des réflexions là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi, Miguel, et moi j'aimerais bien aussi rajouter quelque chose au niveau de la santé mentale, mais de la santé mentale des travailleurs, parce que les travailleurs, ils sont en première ligne des difficultés, de la souffrance des personnes au quotidien. Mais les travailleurs ont aussi une santé mentale qui peut souvent être mise à mal, parce que c'est pas toujours évident en fait au niveau des subsides, des appels à projets. On se retrouve en fait souvent je parle pas que de la santé mentale, mais dans le secteur social santé de façon générale, il y a pas mal de réformes qui en fait des réformes au niveau politique qui en fait vont avoir une influence sur le terrain, sur les institutions, qui vont du coup avoir des conséquences sur les travailleurs, qui vont les mettre en mal. Il y a une précarisation de l'emploi, il y a certains travailleurs qui travaillent en CDD et qui ont des CDD qui sont constamment reconduits pour 6 mois, pour 3 mois, pour 1 an. Et puis voilà, il n'y a plus de subsides. Et donc tout le travail en fait qui a été mis en place s'arrête. Et il n'y a pas forcément de continuité. Et ça a une influence aussi en fait sur les bénéficiaires, sur l'accompagnement en fait qui peut être octroyé. Donc en fait, on est tous interconnectés les uns avec les autres. Et je pense que le secteur social santé fait de son mieux. Moi, j'ai vu un secteur social santé qui était investi, qui était dynamique, qui était créatif, constamment à être à l'écoute en fait du terrain et qui se bat en fait au quotidien. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, ils n'ont pas forcément les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils savent faire en fait. Donc accompagner les gens. Et donc je pense que la restauration, c'est pas un fantasme, c'est la vérité. Et les services là, c'est compliqué. Merci beaucoup, Ève. On arrive sur la fin. On voit que dans ce que chacun dit, ça sent les phrases de conclusion. Je trouve ça très beau. Il y a vraiment une belle énergie. On sent bien qu'on se fait ensemble vers la fin. Clément, tu avais envie de dire quelque chose? Je trouve que ce que vient de dire Ève, c'est très important, et c'est important que ça soit aussi dit dans cette émission radio. On arrive donc du coup la semaine prochaine à la semaine de la santé mentale. Il y a la journée internationale de la santé mentale. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un combat, en fait. C'est un combat qu'on doit tous mener. Alors oui, il est difficile. Il est sans doute difficile, notamment aussi pour les bénéficiaires que nous sommes, parce que on est fragile. Mais enfin voilà, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale, qui se bougent chaque jour, en fait, c'est difficile et ça peut mettre dans un état de fragilité aussi. Et effectivement, moi, je vais le dire assez franchement, c'est un scandale qui est en train de se passer parce que je pense qu'en Belgique, il faut pas nier qu'on a beaucoup de choses. On se bouge, il y a des initiatives novatrices. On en a beaucoup parlé ici aujourd'hui, mais il y en a beaucoup plus. Et en fait, elles sont juste pas soutenues. Moi, j'ai déjà entendu à répétition que quand je disais mais je comprends pas, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ceci, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire cela, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de suivi, etc. Et j'ai entendu beaucoup de soignants à regret nous dire, écoutez, la santé c'est déjà pas génial au niveau du financement, mais en plus, la santé mentale c'est le parent pauvre du soin, et donc voilà, faut se battre. Je pense qu'il faut vraiment se battre et continuer à en parler comme on le fait ici dans cette émission ou au travers de cette exposition. Merci beaucoup Clément, ça va être la phrase qui va conclure. Merci beaucoup à tous. Tu voulais dire quand même un dernier mot? Allez, un dernier mot, vas-y. Pour tout public, juste inviter tout le monde à s'investir dans n'importe créativité créative, juste pour prendre soin de soi. Merci beaucoup, en effet. Alors, Miguel, Ève, on arrive à la fin. Ça va, c'est la fin. Ok. Oui, c'était intense. C'était bien. On remercie tous les participants déjà. Ouais. Tout à fait. Les collaborateurs et autres. Il y a énormément de personnes à remercier, donc on va faire un grand merci général déjà aujourd'hui pour l'animation. Donc Miguel, Raphaël toi, et moi-même. De tous les intervenants qui ont pris de leur temps le samedi matin pour venir s'exprimer, parler de leur boulot. Enfin, ça montre l'investissement. Je remercie aussi les artistes qui sont venus aujourd'hui et les Halles. Merci les Halles de pouvoir nous avoir accueillis ici et de nous accueillir encore pendant quelques jours. Vestige aussi.
La galerie Vertige. Alors, je ne vais pas citer tous les partenaires parce qu'il y en a 11 et à tous les coups, je vais en oublier un et voilà. Ok. Et donc oui, merci beaucoup. Mais Ève, c'était notre première radio, non? Oui, c'est vrai. Ça s'est bien passé, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je trouve que ça s'est plutôt bien passé, et toi? Ouais, c'était cool. On remet ça? Ouais, à bientôt. Salut.